Salut Quentin, je suis très heureux de t'accueillir sur l'alignement aujourd'hui. Comment tu vas? Bah écoute, ça va, ça va. C'est mon deuxième passage, donc Ouais, c'est toujours sympa. On- c'est toujours sympa. C'est ce que, tu vois, avant enfin, en préparant cet épisode, je suis allé regarder parce que je me suis dit, putain, ça fait combien de temps? Mais pareil, pareil, je me posais la question la dernière fois, je me suis dit, mais ça fait combien de temps? 2 ans et demi? Putain. Mm. Août 2022, Ouais, tu vois? Et ouais, 2 ans et demi. Alors, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Et en même temps, je me dis, il n'y a pas si longtemps que ça, quand même. C'est ouais. fou. C'est le paradoxe de la vie. S'il y a des trucs qui sont passés il y a très longtemps, t'as l'impression que c'était hier. Des choses qui Ouais, sont passées hier, t'as l'impression que c'était il y a très longtemps. Comme les vacances, tu vois. c'est ça. Ça C'est fait 10 ça. jours que je suis rentré de vacances, j'ai l'impression que c'était dans une autre vie, tu vois. Je suis assez d'accord avec ça. Euh, Peut-être, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pour ceux qui te connaissent pas, qui n'ont pas écouté le premier épisode, je le mettrai d'ailleurs dans les liens. Je pense que ça Ouais, serait intéressant de voir l'évolution et ça sera un peu la thématique aussi du podcast aujourd'hui. ouais, complètement. Puis il y a beaucoup de choses qui ont changé en 2 ans et demi. Ma vision, déjà de moi-même, Hmm, ma vision de moi-même a beaucoup évolué. Et la vision de ce que je fais au quotidien avec mes clients. hmm, Quand, quand j'étais passé dans l'alignement, j'étais encore dans cette veine de la préparation mentale, à me dire, je vais transposer la préparation mentale au monde de l'entreprise, au monde des startups, auprès hmm. des exécutifs de gros groupes. Euh, Parce que moi, je suis un ancien sportif de haut niveau, je fais de la gymnastique pendant 20 ans au niveau national et un peu international. Et toujours beaucoup de sport, beaucoup de choses. Et très vite, je me suis rendu compte que le mental, c'était ce qui m'empêchait d'atteindre mon potentiel maximum. Ok. Et je m'en suis encore plus rendu compte quand j'ai arrêté vraiment le sport de haut niveau. Je me rends compte que ce qui a fait que je n'avais pas performé comme je l'aurais voulu, c'était vraiment le mental et pas le physique, quoi. Et, euh, et ce qui est... Attends, alors je me rends compte, bien sûr, il y a une fourmi sur ma webcam. Incroyable. Donc, je vais juste l'enlever pour éviter qu'elle passe. Ah, écoute, trop marrant. Je Voilà. l'avais pas vu, figure-toi, tu vois, elle doit Hop, être non. invisible à Mais je la la voyais webcam. tourner autour de l'objectif, donc je me suis dit, je vais peut-être l'enlever avant qu'on commence à la voir passer. Et ouais, j'avais vraiment donc cette idée de me dire quand j'ai monté ma boîte de conseil, par curiosité, de creuser la préparation mentale. Parce que c'est ce qui me paraissait juste. Donc j'ai passé une certif en préparation mentale dans un institut pour le sport de haut niveau. Et j'ai demandé à le transposer, moi, sur mes cas pratiques au monde de l'entreprise. Ok. Euh, Pourquoi, je sais pas trop. Je pense que d'avoir passé de mes 3 ans à mes 25 ans, ma vie qu'avec des sportifs, j'en avais peut-être un peu ras-le-bol. Hmm. Et je voulais voir autre chose, explorer autre chose. Et donc, il y a 2 ans et demi, j'en étais là. J'en étais vraiment à la préparation mentale, c'est super utile, c'est super puissant. Et aujourd'hui, je vais pas tout balayer sous le tapis en disant c'est pas utile, c'est pas puissant, machin. Et en même temps, je trouve énormément de limites à la préparation mentale telle qu'on l'entend Mhm. aujourd'hui, euh, pour plein de raisons. Donc en fait, aujourd'hui, moi, j'accompagne mes clients, principalement des exécutifs, des dirigeants de grands groupes, des entrepreneurs, quelques athlètes. Non pas sur l'aspect mental, mais sur l'aspect global de leur vie, de leur business. Et Hmm. plutôt sur la manière dont ils ont d'interagir avec eux-mêmes, Hmm. la manière dont ils se créent intuitivement en tant qu'entité, en tant que personne. Et je les aide à balayer un peu, modifier leur identité, la manière dont ils ont de se percevoir, ce qu'ils pensent possible, pas possible, ce qu'ils pensent être capable de faire, pas capable de faire. Hmm. Parce que derrière tout ce narratif interne, il y a vraiment la clé de la coolitude, Hmm. tu vois. Hmm. On se sent bien, on se sent calme, on est plus dans le flow. Et de ça, il y a plein de possibilités qui en découlent. Donc Hmm. l'idée étant de dire on travaille sur la personne et ça améliore toutes les facettes de leur vie. La relation à soi, la relation aux autres, et le business en général, la relation à ses équipes, et aux possibilités qu'il y a Hmm. derrière l'entreprise, quoi. Hmm. C'est super intéressant que tu parles un peu de ton évolution. Moi, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui t'a fait shifter en 2 ans, de passer de je Un suis énième millionnaire. burn-out. Ah, ouais, raconte-nous, qu'est-ce qui t'a fait shifter?
J'ai j'ai fait une dépression, un burn-out pendant que j'étais salarié, euh, où j'étais dans le monde de la banque privée. J'ai gravi les échelons assez rapidement. Et, euh, et je voyais pas les patterns qui m'animaient. Hmm. Donc j'étais tout le temps à la quête de il faut que je sois manager, il faut que je sois directeur. Bien sûr, c'est comme dans le mauvais marketing, avant une deadline bien précise, quoi. Pour qu'il y ait un sentiment d'urgence que si je n'ai pas atteint cet objectif avant mes 26 ans, avant mes 29 ans, avant mes 30 ans, je suis une merde, quoi. C'est le narratif que j'avais en tête. J'ai fait une dépression, j'ai fait un burn-out. Et quand j'ai monté ma boîte, je me suis dit, enfin, moi je viens d'une famille d'entrepreneurs, je me suis dit, ça y est, j'ai enfin ce que je voulais. Je suis enfin à la tête de ma boîte, même si je suis solo, c'est ce que je veux. Je veux pas une grosse boîte. Mais je peux vivre ma vie comme je le veux, quoi. Hmm. Et donc, c'est impossible que je fasse un burn-out ou que je pète en vol, parce que j'adore ce que je fais. Hmm. Résultat des courses, 1 an et demi après, j'avais pété en vol. Et je m'étais dit, ah mince, en fait, ça peut arriver, même quand on est animé par ce qu'on fait. Et c'est là où j'ai mieux compris ce qu'est un burn-out. Hmm. C'est pas une question de t'aimes pas ce que tu fais ou tu donnes trop, machin, c'est juste qu'en fait, tu mets zéro limite, t'es en roue libre et t'es en mode bulldozer et tu mets de côté tes émotions, ton mental, ton bon sens. Hmm. Et, euh, et tout ça pour la course après un objectif qui est tout le temps en train de bouger. C'est la course à Hmm. l'échalote, ça finit jamais. Hmm. Et je m'étais dit, ok, cool, donc ça peut m'arriver en tant qu'indep, en tant qu'entrepreneur, de faire un burn-out. Donc je vais être très, très, très vigilant à ça maintenant. Mais la vie est un peu différente. En quelques années, je crois que quand on s'est eu juste avant ou juste après, c'était soit cette année, soit l'année suivante, je sais. Je pense que c'est, non, je pense que c'était juste avant. Euh, on venait de perdre mon beau-père. Donc ma femme venait de perdre son père. Hmm. Il était malade, il avait un cancer. Alors, on savait que ça sentait pas bon, mais les choses se sont accélérées très très rapidement et on est de le perdre. Mais c'était il y a quelques mois, donc en fait, t'es pas encore dans la phase de deuil. C'est dur, mais t'es un peu dans la négation du truc. Tu vas te dire, Hmm. bon, c'est passé, on avance. En tout cas, c'est la manière dont je fonctionne. Et, euh, et ce qui a suivi, ça a été beaucoup de galères. Très très compliqué dans ma belle famille. Très compliqué avec ma fille, qui avait que 2 ans à l'époque, mais qui était très 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 proche de son grand-père. Et, euh, et ça a créé plein de galères. Moi, ça m'a mis vraiment dans le jus. Ok. Et on a eu un second enfant, quelques années plus tard. Donc il y a maintenant 1 an et demi. Et bien que déjà c'était dur, tu vois, je sentais que je tirais sur la corde, j'étais encore dans, il faut que je réussisse rapidement dans le coaching, il faut que je devienne le meilleur coach le plus vite possible. Parce que j'avais encore cette ancienne identité d'ultra performeur où je me reconnais que dans la compétition, dans la réussite, dans la win, tu Hmm. vois. Mon ancien coach m'avait dit, t'es addict à la win. Et ça avait pas mal résonné. Et il s'avère que les choses se sont accélérées. Deuxième enfant, tout le monde me disait, tu verras, ça brise l'équilibre, c'est un gros bordel et tout. En termes de logistique, j'ai pas trouvé ça complexe du tout. Vraiment. Pour les parents qui nous regardent avoir un deuxième enfant, franchement, c'est surcoté. T'avais déjà fait le rodage. Ouais. Et en fait, c'est là où j'ai trouvé un truc super intéressant. C'est que tous nos amis, tout le monde autour de nous disait, tu vas voir, un deuxième enfant, ça rebat les cartes en termes de logistique, c'est super complexe, tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma femme avait déjà fait un baby blues pour le premier, mais a fait un gros, gros, gros baby blues pour le second. Ça a remis en cause son rôle de maman. Ça a remis en cause notre couple. On a parlé de divorce. Moi, Hmm. j'étais crevé, parce que voilà, tu as quand même un deuxième enfant, donc ça, reste une réalité. Ça se réveille la nuit, ça mange à n'importe quelle heure, ça n'a pas de rythme, et ça te pète le tien. Donc la fatigue, plus tous les trucs, moi, mon business se casse la gueule, mon coaching était minable, Hmm. la relation que j'avais à moi-même, vu que j'étais 6 pieds sous terre, c'était terminé. Et là, on parlait de divorce, de machin, et là, j'ai fait un nouveau burn-out, mais qui a été salvateur à un point lunaire, quoi. Et je crois que je t'en avais parlé. Tu Où, m'en as parlé la euh, dernière fois, ouais. où ça a été Hmm. le plus intense et le plus court de ma vie. Où d'habitude, je mettais des semaines, des mois à m'en remettre et tout. Et là, en C'est fait, intéressant, ouais.
j'ai snappé, j'ai pété un câble, j'ai dit à ma femme, je me casse à Grenoble chez mes parents, je veux plus entendre parler des enfants, plus entendre parler de toi, plus entendre parler de personne. Je prends 3 jours, je vais juste dormir. Ça faisait 4 mois que j'avais une sinusite qui ne soignait pas. Et mon ORL me dit, ah, bah, pourtant on a testé tous les médicaments, tous les traitements. Et je savais que sous couvert de ça, si les antibiotiques, si les traitements, si machin marchaient pas, c'est que c'était pas juste lié à une sinusite qui passe pas. Hmm. Un matin, je me suis levé, mal partout. Dans la journée, ça fait qu'empirer. Le soir, j'arrivais plus à bouger, comme une très 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 grosse grippe, tu vois. Mal de tête, la sinusite au feu, j'avais mal partout. Je me dis, ah, enfin, en fait, c'est bon, là, je suis en train de crever, quoi. Le mental, tu vois. Le mental qui dit là, c'est pas bon, là. Il y a quelque chose à bouger. Et surplus de tout. Et je suis parti. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, pendant 3 jours, j'ai dormi, j'ai marché en montagne. 48 heures après, euh, ça commence à aller mieux. Et grâce à une chose, c'est que quand j'ai voulu me mettre vraiment sérieusement au coaching, la première formation que je me suis payée, c'était une formation de Michael Neal. Hmm. C'est un énorme malentendu. Toi, tu sais qui est Michael Neal, mais ceux qui nous écoutent peut-être ne le savent pas. Mais Michael Neal est un des plus gros porteurs de la psychologie de l'esprit. Donc une psychologie qui fait pied de nez à la psychologie clinique, la psychologie clinicienne dont on entend parler. Donc tout le monde connaît. Freud, Jung, Adler et compagnie. Et, euh, et c'était un énorme malentendu parce qu'en fait, le titre de sa formation, c'était Impacting Leaders. Moi, j'avais des positions de leader dans la finance. J'avais quitté ma boîte, j'avais monté une boîte de conseil, je bossais avec des leaders. Mon drive, c'était d'impacter plus fortement les leaders des boîtes. Et je m'étais dit, parfait, Michael Nee, je ne sais pas qui est ce gars, mais il a une super formation, Impacting Leaders. Ça me paraît génial. J'ai fait la Ça match. formation. Au bout de 2 mois, j'étais, what the j'ai rien compris. C'est Hmm. soit le truc qui peut sauver la planète, soit c'est encore un truc de gourou, je sais pas quoi, qui n'a aucune valeur, pseudo-spirituel, machin. Je comprenais rien. Je dis, ok, je vais passer à autre chose, je vais me former à quelque chose de plus concret. Et je suis revenu sur la préparation mentale et sur d'autres méthodologies de coaching, Hmm. PNL, hypnose, des petits outils, mais aussi, voilà, ProcessCom, plein de trucs. Mais tu vois, comme quoi les choses sont bien faites, quelques mois avant que je pète un câble et que vraiment j'ai ce burn-out qui m'éclate, ça faisait plusieurs mois que je m'étais remis à écouter des podcasts de Michael Neal. Comme un truc qui me disait, je me rendais compte qu'il y avait un truc 4 ans après, 3-4 ans après, que des méthodologies qui marchent avec certaines personnes, pas avec d'autres, c'est pas possible. Hmm. Toujours ce goût d'inachevé. Ça marche dans 70% des cas, ça marche pas, il faut tout le temps adapter. Et c'est toujours des résultats qui sont bien, mais souvent quand le coach sort de l'équation, il y a eu des changements, mais il n'y a pas eu de transformation. Et moi, j'étais hyper stressé, hyper anxieux, machin. Et je suis retombé dans le monde de Michael Neal. J'ai commencé à le creuser. Et je me souviendrai toujours, en fait, partir à. Les choses se sont accélérées, prendre ma voiture, partir à Grenoble, je longeais le Vercors. Et je me suis vu en train de partir dans un énième discours où je me voyais arriver à Grenoble et ma mère qui me disait, mais Quentin, c'est pas possible. Quand est-ce que tu vas apprendre de tes erreurs? Regarde, t'as encore crevé, machin. Et dans ma tête, mais non, maman, tu comprends pas, j'ai plus d'énergie que les personnes, c'est pour ça que je peux pousser plus loin. Hmm. Et à ce moment, il y a un truc j'ai Qui est shifté. explosé de rire dans ma bagnole. Au moment où je me suis dit, mais maman, tu comprends pas, j'ai plus d'énergie que les personnes. C'est pour ça que j'ai un TDAH depuis que je suis gamin, où on me fait chier parce que Hmm. je suis hyper actif, parce que j'arrête jamais. Et le fait de me dire, putain, mais c'est quoi cette pensée en fait? Combien de fois je me la suis répété? Les autres sont plus faibles que moi j'ai plus d'énergie, moi je peux aller plus loin, moi je peux aller plus vite. J'ai éclaté de rire dans ma voiture, je me suis dit, mais Quentin, en fait, c'est si tu étais juste comme les autres. Si tu n'avais pas, Hmm. juste, si t'avais pas plus d'énergie, ça changerait quoi? Et si finalement tu étais un gars random qui pensait qu'il avait cette croyance qu'il avait plus d'énergie, qu'il pouvait pousser plus loin, et que c'est ce qui te menait systématiquement dans le mur. Vrai ou pas vrai, hein, c'est même pas la question. Mais je me suis vu penser, ça paraît bizarre, mais pour la première Hmm. fois. Et où vraiment j'ai éclaté de rire. Et là, les choses, tu vois, Tout et s'est j'ai effondré. passé les jours qui ont suivi, les mois, et maintenant depuis 1 an et demi, à systématiquement spotter mes pensées et à me rendre compte à quel point ça influe ma vie, ma manière de percevoir les choses, et surtout à quel point ça me l'a pourri quand je crois tout ce que je Hmm. pense. C'est Donc fou. voilà un peu le cheminement, tu vois. Et ça, ce tout petit truc aussi simple,
Je pense que c'est ce qui m'avait fait peur au début, tu vois, avec le truc de Michael Lynn, de me dire ça peut pas être aussi simple, c'est pas possible. Je Et vois en très fait, bien. ce tout petit truc m'a fait faire un backflip et tout a changé à partir de ce moment-là. Et je suis rentré de plus en plus dans toute cette veine, à Hmm. m'inspirer, à me former auprès des mentors de Michael Neal, découvrir tout l'écosystème Hmm. On va en et dire parler. ouais, c'est fou. Hmm. Je te remercie d'avoir pris le temps et l'espace pour justement développer ton évolution, ce qui t'est arrivé, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment tu vois ces shifts se font. Et je pense que ça parlera à plein de gens en fait. Ces moments de crise, ces moments de remise en question, Mhm. avec du recul, ça nous amène toujours un, un déclic, un shift identitaire qui est souvent positif. Je me rappelle d'ailleurs dans notre premier échange, tu avais parlé, c'est toi qui avais introduit cette notion, tu sais, des moments Kensho, je crois, et Kensho et Satori. Satori, j'allais en parler d'ailleurs, parce que toi, je me souviens Ouais. que ça t'avait marqué. C'est dans mon J'avais premier trouvé que c'était livre. vachement. Ouais, j'avais trouvé que c'était intéressant et on en Tu, revient tu, là-dessus. Ça m'avait marqué. tu te souviens de quoi par rapport au moment Kensho et au moment Satori? Je me souviens qu'il y avait, alors je sais plus lequel est lequel, mais qu'il y avait soit on évoluait personnellement, on faisait des shifts à travers une forme de croissance organique, dans le sens où on était suffisamment conscient pour apprendre, évoluer Mhm. de façon assez organique, linéaire, parce qu'on était suffisamment conscient de ses actions, ses pensées, etc. Et il y avait l'autre option qui était plutôt la croissance post-traumatique suite à un burn-out, suite à un accident, suite à une maladie, un licenciement, peu importe quoi. C'est ce que j'avais retenu et je trouvais que c'était intéressant. Et avec du recul, c'est vrai que finalement, enfin, on est tous, tu vois, dans cette dynamique-là. Soit Mhm. on va grandir de façon, on va dire, organique au quotidien. Je pense que l'état de conscience joue beaucoup là-dessus. Justement, être hors pilote automatique, mais pleinement dans une forme de conscience de son être, de ses actions. Mhm. Et quand on est un peu trop en pilote automatique, c'est souvent les murs qui viennent toquer. Toc, 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 réveille-toi. Ouais, complètement. Ouais. Ouais. Complètement. Et je sais plus qui est-ce qui disait ça, mais il y a des choses. Alors, après, ça dépend comment on l'emploie. Mais tu sais, tu as dit, voilà, il y a une croissance qui se fait de manière agréable, de manière linéaire. Alors, c'est les moments Satori, c'est en fait, plus tu t'exposes consciemment à des contenus, à des idées différentes, Mhm. divergentes des tiennes, à travers des livres, des podcasts, des séminaires, du coaching, plein de choses. Euh, Plus tu t'exposes à des prises de conscience. Et à côté, tu as les moments Kensho. Les moments Kensho, c'est les moments où tu grandis à travers la douleur. Et ce qui est intéressant, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux tout le temps. Mhm. Les moments Kensho, tu les maîtrises pas. Un burn-out, un décès, une déception amoureuse. Ça peut être des trucs plus difficiles, hein, le rejet de quelqu'un, où tu te dis ça plus jamais. Gros moment émotionnel, tu te dis ça plus jamais, ça crée un shift, ça crée un nouveau script, un nouveau programme qui commence à tourner et qui fait évoluer ta personnalité. Et c'est pas une prise de conscience consciente. Elle se fait Mhm. par la violence des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dans les moments Satori, et maintenant je le vois, ça vient du bouddhisme zen, Mhm. les moments Satori, voilà, c'est ces moments de prise de conscience où on sent élevé tout ça. Putain, parfois ça peut être dur, hein. Parfois ça peut être dur. Moi je sais que euh, je me suis retrouvé face à moi-même, notamment la dernière année. Euh, je me fais coacher depuis plus longtemps, mais là mon coach Rich Abetz c'est alors peu connu. Il va l'être de plus en plus. Parce qu'il a sorti un livre qui est sorti il y a 10 jours qui cartonne, là, mais Je l'ai qui lu, fait. il est excellent d'ailleurs. Merci pour la Tu reco. l'as lu? Ouais, il Mhm. est ouf. Il est ouf. Et je bosse avec lui depuis 8 mois. Et déjà, ça a complètement changé ma vision du coaching. Parce qu'en fait, au début, la première fois que je suis tombé sur lui, je me suis dit, mais c'est qui ce mec, Rich Abetz? Et il s'avère qu'en fait, il est dans les
top 1% des coachs mondiaux. En termes de facturation, il connaît tout le monde. Il travaille avec Hardison, Steve Chandler. Il connaît tous les plus grands coachs du monde. Il en a coaché pas mal. Et tu te dis, ça m'a rebattu les cartes déjà, de me dire, ok, en fait, on peut être complètement inconnu dans la sphère numérique, tout ça, et être en fait au top de ton jeu à ce niveau-là. Mais bref, pour revenir, lui, il m'a mis face à des prises de conscience, des schémas automatiques que j'avais, quand tu les vois, ça peut faire flipper. Ça peut faire l'effet d'une grande claque. Et tu sais, c'est souvent ce qu'on dit, ça peut aller pire avant d'aller mieux. Au début, ça va pire Mhm. avant d'aller mieux. Et, euh, et j'ai encore eu le cas hier avec une cliente où on bossait sur un truc et je lui faisais poser le doigt sur un script, un programme, un terme qu'elle avait. Et elle me regardait, elle écoutait. Et en fait, à un moment, je lui ai juste posé une question simple, hein, mais qui était la suite logique de tout ce qu'on était en train de dévoiler. Et je lui dis, attends, je suis prêt à parier que tu as du mal à accepter de l'aide. Et là, elle a explosé, fondu en larmes. Mhm. Pourtant, c'est une simple question. Et qui aurait pu engendrer la réponse, ouais, t'as raison. Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai du mal à accepter de l'aide. Et là, explosion. Mhm. Et ça peut faire mal, parce qu'en fait, quand tu t'avoues, c'est les petites craquelures, hein, les petites fêlures de l'armure, quoi, où tu arrives à percer à travers, là, tu tombes le masque. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que derrière, elle me dit, mais je l'ai toujours su, je me le suis jamais avoué. Mais parce qu'on sait tous ce qu'on est. On sait tous ce qu'on est au fond. Mais c'est les masques, les schémas qu'on a créés, les jeux qu'on a commencé à créer autour de nous, qui font que on se voit pas. Mhm. Et quand on arrête consciemment de jouer à un jeu, ou quand vraiment on s'autorise à se voir, avoir les travers qu'on n'aime pas forcément, avec lesquels on n'est pas forcément OK pour la première fois, ça peut être très très violent. Pas dangereux, mais très très violent, parce que pour une fois, tu te permets d'être et de voir tes conneries. Et de dire, ouais, effectivement, c'est une connerie. C'est intéressant ce que tu partages, dans le sens où moi, ça fait vraiment écho à cette idée de conscience et de sortir, tu vois, du pilote automatique. Et j'ai aussi découvert, tu vois, et c'est pour ça que je t'ai contacté, l'approche des trois principes, Michael Neal, le pouvoir de la pensée sur notre réalité, l'année dernière. Et ça a totalement shifté ma façon d'aborder la vie, d'aborder les relations, d'aborder le business. Mhm. Et je me suis, je me suis demandé, en fait, comment c'est possible que j'avais pas vu ce truc-là avant? Tu vois, Mhm. dans le sens où, tu vois, on en avait parlé ensemble, moi j'étais beaucoup dans le milieu de la respiration, une approche très centrée sur le corps, Mhm. dans le sens où la conscience passait beaucoup par le corps, par l'énergie, par des états de conscience physiologiques, une forme de régulation du système nerveux. Et c'est génial. Et je pense qu'il y a énormément de valeur à ça. Et en même temps, je voyais que j'étais plus dans une forme de régulation d'un état que d'une création d'un état. Mhm. Par moment, dans le sens où il y avait quand même, tu vois, des patterns, peut-être de pensée ou des scripts qui tournaient, mais ça, je me rends compte a posteriori, hein, qui amenaient une forme de tension dans le corps que j'avais tendance à réguler par de la respiration, par de la marche, etc. Mais je faisais pas le lien entre mes pensées et cet état. Et quand j'ai, comme toi, hein, découvert l'approche de Michael Neal autour de Inside Out Revolution, cette idée que notre état interne est directement lié à notre mode de pensée du moment, Mhm. du pouvoir de la pensée sur notre réalité. J'ai fait tellement de liens entre plein de trucs que je comprenais pas avant. C'est ouf. C'est waouh, c'est fou. Et comment est-ce que toi tu l'as vécu ce truc-là? Parce que tu disais au moment où tu es retombé sur ce bouquin de Michael Neal,
Ça te fait sortir rapidement de ton burn-out, tu fais des liens entre tout ça. Comment est-ce que ça a impacté déjà ta façon d'accompagner? Comment ça a impacté peut-être ta vie généralement? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Je pense que d'abord, ça a impacté ma vie, moi personnellement, mais à un niveau plus, pas intellectuel, parce que tu vois, tu utilisais les mots comprendre, tout ça. Et je pense que c'est ce qui m'a rebuté au début, tu vois, où j'entendais Michael Ende dire ce n'est pas quelque chose que vous pouvez comprendre intellectuellement, ça va au-delà de la pensée. Je me suis dit, voilà, c'est encore un de ces trucs, machin. Ou moi, en fait, ma première stratégie en tant qu'être humain, c'était d'être le plus smart. J'ai toujours fonctionné comme Hmm. ça. Pour attirer l'attention, pour avoir le respect des autres, j'étais le plus smart. Le plus propre, le plus charismatique, le plus habillé, c'était un gros rôle tout joué. Mais j'étais très très bon à ce jeu. Et puis que je suis gamin, on m'appelait Monsieur Je sais tout, c'était ma défense. Et quand il y a un Hmm. mec comme ça où tu sais, il y a deux choses. J'étais attiré par lui, par l'énergie, le calme, tout ce qui peut te Hmm. dégager, tu vois. Et tu vois qu'il se prend pas au sérieux, qu'il est très léger et naturel, Michael Neal. Et après, quand tu creuses tous les, les porteurs des trois principes qui ont été les mentors de Michael Neal, c'est pareil. C'est tous des gars hyper lents, hyper drôles, hyper posés et qui ont un impact de malade. Et au début, je voulais ça. Et je pense que quand j'ai commencé à voir pour la première fois, et tu vois, tu dis, mais comment j'ai pas pu voir ça avant? Simplement parce que je pense qu'il y a des choses où on n'est pas prêt. Et tout vient au bon moment dans notre développement. Hmm. D'ailleurs, ma réponse, elle est là, à ta question. Je pense que mon plus gros shift, il a été à ce moment-là. C'était de me rendre compte que la lenteur, c'est peut-être le meilleur atout. Et moi, qui ai toujours été catégorisé d'hyperactif, machin, c'était un narratif dans ma vie. Je vais vite, je fais les choses vite, je vais à 3000 à l'heure, ma vie est à 3000 à l'heure, et c'est comme ça que je suis, parce que c'est dans mon ADN. Et il y a plein de choses, justement, après cette prise de conscience, que j'ai remise en question. Genre, c'est vraiment dans mon ADN? Parce que quand on parle d'épigénétique, on voit qu'on peut. Il y a des gènes qui vont s'activer, se désactiver, que ces gènes activés, désactivés vont avoir des impacts sur les comportements. Donc, est-ce que les choses sont stables? Ou est-ce que c'est ad vitam aeternam, ou est-ce que c'est des choses sur lesquelles on a la main? Moi, ma fille a été diagnostiquée avec un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Le psy qui l'a vu en un quart d'heure quand je suis rentré dans le bureau, il m'a dit: c'est vous, monsieur? C'est quelque chose qui se transmet génétiquement. Je me suis dit: ok, cool, mince, bon, bah d'accord. Enfin, vous m'apprenez rien là à ce moment-là. Je savais pas que c'était genre un truc que je pourrais refiler à ma fille. Hmm. Et à côté de ça, moi, j'avais trouvé euh, mon traitement à travers beaucoup, 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 beaucoup de sport, beaucoup de méditation, beaucoup d'introspection. Ça me permettait de rester assez équilibré. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis rendu compte qu'en fait, non, je pouvais ralentir. Ma relation au temps et à ce que je pensais avait un impact direct sur ma qualité de vie. Et quand j'ai pris conscience de ça, d'ailleurs, tu vois, j'ai le bouquin devant moi, je l'ai tout le temps devant moi, celui-là. Je sais pas si tu l'as lu, mais pour moi, c'est un des meilleurs concernant les trois principes. Alors là, ça va être à l'envers, mais c'est Slow Down to the Speed of Life. Non, je l'ai pas lu De celui-là. Je le Richard note. Carlson et Joseph Bailey, qui sont aussi deux porteurs. Et tu le regardes à l'intérieur, il est bardé de notes, de fluo, de partout. Et ce bouquin est génial, et c'est devenu vraiment mon motto, tu vois, Slowing Down to the Speed of Life. Hmm. Parce qu'en prenant conscience de l'impact de mes pensées sur tout ce que je ressens et toute l'expérience que j'ai de la vie, je me suis rendu compte que toute l'anxiété, la tension que je ressentais, c'était de l'anxiété, de la tension qui était liée à ma rapidité de pensée. Que je pensais que c'était vraiment, tu vois, j'utilise beaucoup pense, mais dans le sens intellectuel, j'avais vraiment une vision comme quoi c'était mon edge, c'était mon avantage concurrentiel. Je pensais très vite, je pensais tout le temps. Et vraiment, dans ce bouquin, tu vois, il parle des deux modes de pensée, le mode intellect et le mode plus calme, plus profond, Hmm. le deeper feeling, tu vois. Michael Neal l'utilise souvent. Et vu que c'est pas quelque chose d'intellectualisable, au début, je le repoussais. En me disant, ah, si je peux pas le comprendre, c'est des conneries spirituelles, machin. Alors que j'ai un côté très spirituel depuis très longtemps, je me dis depuis que j'ai 17 ans. Donc ça va bientôt faire 20 piges. Mais à côté de ça, il fallait pas que ça aille trop loin, tu vois. Mais quand j'ai pris conscience de ça, ça a eu un impact sur moi. Et ce qui a été extrêmement difficile,
c'est que j'avais ce truc qui s'était intégré. C'était que le début, hein, parce qu'en fait, plus tu passes de temps à choisir que tes pensées créent tes émotions et créent ta réalité, plus tu fais le choix, on pourra parler du pouvoir du choix, à quel point c'est important, mais plus tu fais le choix que c'est vrai, et juste que tu apportes de la curiosité à ça et que tu regardes tout ce qui se passe autour de toi sous ce spectre, plus tu te rends compte que c'est vrai, comme vraiment une démarche scientifique. Hmm. J'y crois pas. Je décide d'y croire par principe, et maintenant mon but, ça va être d'infirmer le fait que c'est vrai. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de contre-exemple. Il n'y a rien qui m'a Hmm. affirmé que tout ce que je pense n'est pas une création et ne crée Hmm. pas en temps réel ce que je ressens et comment je perçois la réalité. Mais ça a été super dur parce que ça va donc effectivement au-delà de l'intellect. Et je ne savais pas du tout comment le présenter à mes clients, comment en parler, comment, je sais pas, l'enseigner, comment le retranscrire. Et j'ai juste commencé avec des clients, avec un client d'abord. Si je m'y étais... Franchement, je pense que je m'étais pris comme un manche, hein. Il y a pas d'autre mot, parce que je devais Hmm. bafouiller, c'était pas clair, c'est normal, parce que tu essaies de poser C'est le des mots sur début. des trucs qui ne sont pas retranscriptibles avec des mots. Donc tu racontes des histoires, tu passes à côté, tu essaies de faire, tu brodes, quoi. Mais je me souviendrai toujours qu'en quelques semaines, ce client m'envoyait des messages en disant je ne comprends pas ce que tu essaies de m'expliquer. Par contre, putain, c'est super intéressant et je sais pas, ça a un impact. Hmm. Mais je comprends pas. Tu vois, c'était assez marrant. Et en fait, à ce moment-là, je me dis ok, je comprends pas ce que je suis en train d'expliquer. C'est là, c'est en moi, je le vois, mais j'arrive pas à l'expliquer. Lui, ça a l'air d'être pareil. Donc je me suis dit, je pense que je suis sur la bonne voie. Et c'est là où je me suis dit, bah ok, je vais essayer de structurer mon truc, ouvrir, euh, aller voir comment Dick Bettinger en parle, comment Ankush Jain en parle, comment George Prensky en parle, comment Jack Prensky en parle, comment Michael Neal en parle dans les différents livres. Et je suis rentré vraiment dans le truc. Et je me rends compte qu'en fait, tout le monde s'est heurté à ça. Et vraiment, venir à la racine de la racine, les trois principes, c'est Sydney Banks, qui a eu cette épiphanie dans les années 70. J'ai regardé toutes ses vidéos, lu ses livres. Tu pourrais, Quentin, expliquer, parce que effectivement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont découvrir ça, parce que j'en parle pas trop, Mm. à part à mes clients. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est les trois principes? Peut-être à travers l'histoire de Sid Banks aussi, que tu avais commencé à aborder, mais pour contextualiser un petit peu pour ceux qui Mm. disent, mais de quoi ils parlent? Ils sont fous! Mais complètement, tu vois, j'ai tendance à me laisser emporter dans ces trucs parce que c'est passionnant et il n'y a personne qui en parle en francophonie. C'est très 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 peu de personnes. Et, euh, et moi, justement, j'ai voulu commencer à les structurer à travers des articles, à travers mon podcast Paradigme, qui n'a pas vocation à être un grand podcast, qui est que sur YouTube. Mais déjà, moi, pour pouvoir articuler le truc, parce que les trois principes, euh, ça pourra paraître perché, ça me l'a... Quand la première fois que j'en entendais parler c'est le ressenti que j'en ai eu. C'est que tu as ce gars, Sydney Banks, qui est un ancien ouvrier, soudeur écossais, qui vivait au Canada, et qui dans les années 70, en fait, a eu une énorme prise de conscience, épiphanie, où il s'est rendu compte que la réalité était composée de trois principes. Trois principes comme la force atomique, la force gravitationnelle, la force électromagnétique, et les principes physiques. Et là, lui voyait que la psychologie, le monde de l'esprit était jalonné, construit par trois principes. En tout cas, c'est la manière dont il a réussi à le retranscrire avec des mots. Et ces trois principes, ce sont les principes de la pensée, de la conscience et de l'esprit. Mhm. Le principe de l'esprit, le universal mind, l'esprit universel, deeper mind, l'esprit plus profond, comme il en parle, c'est cette constante qui fait qu'il y a un truc qui nous anime. Et quand je pose la question à mes clients, lui, c'est qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui fait que tu es vivant? Bah, c'est mon cerveau. Ok, cool. Il est animé par quoi le cerveau? Et c'est toujours, tu vois, cette question. Mais le cerveau, c'est quoi qui l'anime? C'est pas un truc autogénéré, il y a un truc, une énergie, on ne sait pas quoi. Ouais, c'est l'électricité. Ok, cool. Disons que c'est l'électricité.
elle vient d'où? On nous a branché une prise quand on était gamin pour nous, un peu comme Frankenstein, nous mettre un gros électrochoc pour nous réveiller, nous donner un circuit qui est fermé, ou il y a autre chose? Qu'est-ce qui fait que un pépin de pomme, quand tu le plantes, il germe et il devient un pommier par un mimosa? Qu'est-ce qui fait qu'un gland de chêne, quand il tombe, il donne un chêne et pas un autre arbre? Qu'est-ce qui fait que quand nous, on se reproduit, c'est un humain qui est créé, pas un cochon ou un cerf? Qu'est-ce qui fait que quand on se coupe, on guérit naturellement? C'est cette idée de l'esprit universel, en fait. C'est qu'il y a un truc plus grand que nous, sous-jacent, qui anime le monde, qui anime l'univers, une force plus profonde. Et une force qui veut pas du mal, qui veut pas du bien, qui veut juste que les choses se fassent à la bonne vitesse. Et quand on regarde, effectivement, l'univers, il n'a pas eu besoin de nous pour se développer parfaitement depuis sa création. Hmm. Par rapport au-dessus de ça, le deuxième principe, c'est l'esprit de la conscience, le principe de la conscience. Quand on dit avoir conscience des choses, c'est voilà, savoir cette ouverture de voir, de comprendre, de percevoir. On a conscience de la température de la pièce, on a conscience de ce qu'on ressent, de l'humidité dans notre bouche, on a conscience de l'humidité sur nos doigts. Là, si je parle de la conscience de nos pieds, on porte notre conscience sur nos pieds, on a conscience des pieds, mais avant que je le dise, on n'en avait pas spécialement conscience. La Hmm. conscience, en fait, j'aime beaucoup la manière dont Michael Neal et George Prince qui en parlent, c'est le département des effets spéciaux. Et Intéressant. c'est quelque chose, tu vois, qui a, comment dire, c'est le projecteur. J'aime bien cette idée de projecteur versus la caméra. Ouais, parce que c'est vraiment, moi je partais toujours du principe qu'en fait on était une caméra, tu vois, que les yeux étaient une caméra qui Hmm. percevait le monde réel qui existait, qui rentrait en nous et que on le processait, qu'on en faisait une histoire et que de là on avait des émotions, on avait des sentiments et on crée une perception de la réalité. Et les trois principes en fait c'est l'exact opposé. C'est de se dire que le universal mind en fait, la conscience, consciousness et les pensées, thoughts, sont ce qui crée notre expérience. On a d'un côté le projecteur, qui est la conscience, qui va projeter sur un énorme écran. En fait, c'est là Hmm. où on pourrait voir le film. Mais que derrière ça, il y a nos pensées. Nos pensées, en fait, c'est le film, c'est la bobine, si on prend pour les anciens films, c'est la bobine qu'on va mettre dans le projecteur et qui va permettre d'avoir le film, d'avoir le narratif. Et ce qui anime le projecteur, la prise de courant, c'est l'universal mind, c'est Hmm. l'esprit, en fait. On peut appeler ça l'univers, on peut appeler ça Dieu, ça dépend. Tout le monde il y a plein de mots pour décrire ça. Mais que ces trois trucs sont imbriqués. Le courant, c'est l'esprit universel. Les pensées, c'est le script. Et notre conscience, c'est en fait ce qui nous permet de projeter tout ce qu'on pense dans la réalité. Et c'est souvent là où, quand je commence à en parler, on me dit ouais, non, mais ça peut pas être aussi simple. Je fais, t'as peur des serpents? Ouais, j'ai très peur des serpents. Pas moi. Comment est-ce que tu l'expliques? Parce que tu te fais mordre par Ouais. une vipère, je me fais mordre par une vipère. C'est pas parce que toi t'as peur et moi j'ai pas peur que moi je vais être pas infecté par le poison et toi tu vas l'être. Dans tous les cas, on se fait mordre par une vipère, on a le poison, on part l'hosto. Mais comment est-ce que tu expliques que quelque part, toi, tu aies peur comme pas possible des vipères, et moi, pas du tout? Quand je vais aux champignons, des fois j'en croise, je fais un pas en arrière, je ne vais pas non plus l'emmerder et me faire mordre, et je la laisse tranquille, je ne vais pas partir en hurlant et en courant. Ah, c'est une croyance engrainée historiquement. Hmm. J'ai vu des études comme quoi c'est quelque chose qui est ancré dans notre ADN. Ouais, super, tu tapes des vidéos sur YouTube, tu poses des enfants, des nouveau-nés à côté de serpents, ils jouent avec. Ça peut pas Bien être sûr. quelque chose qui est génétiquement intégré chez nous. Et Donc qu'est-ce que c'est si c'est pas ça? hmm. C'est un bon C'est exemple une pour pensée. montrer. Ouais, c'est ça, c'est les histoires Mm. qu'on se raconte. Et ça me faisait penser quand tu prenais l'exemple de la vipère. Tu sais, je fais souvent des accompagnements sur des immersions dans le froid, dans le bain froid. Et on touche exactement ce truc-là, les histoires que tu te racontes avant. Et a posteriori, je fais vraiment le lien entre l'histoire qu'on se raconte avant de rentrer dans le bain froid, les histoires les plus terribles
comment je vais y arriver? Qu'est-ce qui va Je se vais passer? mourir. Est-ce que je vais mourir? De toute façon, je suis frileux. Tu vois, j'y arriverai pas. C'est pas pour moi le bain froid. Ouais. Et en même temps, une fois qu'on le fait, qu'on arrive à accueillir ce qui est là dans la conscience, on en revient avec ce principe de conscience, le froid est consciemment là, sans être dans la tête en train de nourrir les pires scénarios, on se rend compte que l'énergie de vie, le corps, sait réguler ça en fait. Et que ça se passe même plutôt très bien et que on a même un effet post-traumatique intéressant. Mm, Et une fois qu'on l'a fait, on se dit, bah en fait, le corps sait gérer, c'est même plutôt agréable. Et en même temps, le prochain bain froid, il y aura peut-être quand même ce truc qui reviendra un peu nous challenger sur le mental qui vient returbiner. Est-ce que je veux nourrir ça et, entre guillemets, déjà vivre l'expérience où je suis pas bien même avant de rentrer dans le bain froid? Ou est-ce que je laisse passer ces pensées, je les observe? Ok. Et si je mettais mon attention sur le moment présent, l'accueil du froid, et je laissais faire en fait le corps parce qu'il sait faire, tu vois? Et mm, moi, j'aimais tant le bain froid. C'est pas pour le côté faire un bain froid, je suis un warrior, je le poste sur Instagram, tu vois. mm, Ça m'a jamais intéressé ce truc-là de rester le plus longtemps possible dans le bain froid. Ce qui m'intéressait par contre, et je fais le lien a posteriori, c'est l'expérience narrative qu'on va avoir avant, mm, le fait de lâcher prise pleinement durant et de comprendre que cette histoire d'immersion dans le bain froid, elle est transposable à plein de trucs dans la vie. La vipère, euh, une réunion qui nous stresse, on va se raconter l'histoire que ça va mal se passer, du coup en fait on est déjà mal avant. mm, C'est vachement transposable, c'est vachement expérientiel. mm, Donc ça me parle bien de ton exemple et ça m'a fait tilter un peu en même temps en t'écoutant. mm. Ouais. Ce que Georges Prensky, qui est donc un des plus gros porteurs qui se formait directement auprès, qui est un très bon ami de Sidney Banks, disait, c'est qu'on vit dans le sentiment de nos pensées, et ça veut tout dire. Ouais, Et j'adore cette expression parce que c'est tellement vrai. ouais, c'est puissant. Moi, je lui dis, je suis quelqu'un d'anxieux. Et les psychologues me disaient, oui, vous êtes anxieux parce que vous avez un terrain anxiogène. Voilà, il y a des personnes qui sont plus sensibles à ça, génétiquement, voilà, c'est dans le cerveau. C'est des patterns. Quand tu as l'habitude d'être tout le temps anxieux, de tout le temps penser, effectivement, tu as des connexions neuronales qui vont aller plus vite dans l'anxiété. Et je dis pas que c'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses que je remets en cause par rapport au fait que tu n'es plus anxieux. Je pense qu'il y a des choses qui vont se passer dans la grossesse, qui vont se passer tôt pendant ton enfance, qui vont faire que tu vas shifter. Aussi, l'environnement dans lequel tu es. Tu as un parent anxieux, vu que tu copies tout ce que tes parents font, tu vas avoir tendance à intuitivement, je pense, faire pareil. Hmm. Mais tu vois, tu me disais l'impact que ça a eu, moi, les trois principes, quand j'ai commencé vraiment à me dire, ok, donc je vis dans le sentiment de mes pensées. J'ai un super pouvoir, que toi aussi, Boris, tu as, que n'importe quel auditeur a, Hmm. mais qui est sous-côté, c'est le pouvoir du choix. Hmm. Choisir, ça ne veut pas dire je choisis la meilleure option, ça veut dire je choisis ce que je veux. Je choisis de croire en Dieu, je choisis de me définir comme un athlète, je choisis d'aimer les brocolis, même si j'aime pas spécialement ça. Les gens diront, ah non, bah non, si t'aimes pas les brocolis, t'aimes pas les brocolis. Je sais pas. Quand tu te forces et que tu te racontes quelque chose, tu peux finir par tout apprécier. Hmm. J'ai même commencé à apprécier l'URSSAF, tu vois, grâce à Michael Neal. Faut que tu me donnes le tips. Non, bah, en fait, c'est très simple, tu vois, il m'avait dit, mais Quentin, c'est quoi le truc lors d'un call? Qu'est-ce qui te fait le plus chier aujourd'hui? Je suis, ah putain, les taxes et tous les trucs comme ça, je déteste ça, j'ai une phobie administrative. Et il avait explosé de rire, il me fait, mais tu sais que si tu fais le choix de te dire consciemment, là, c'est trop bien. J'ai la chance d'être entrepreneur, ça fait partie de mon métier. J'ai le choix de soit y aller en reculant, en me disant ça va être horrible, ça va être long, ça va être douloureux, je déteste faire ça, pourquoi est-ce que je fais ça? De toute façon, l'État français me ponctionne, machin. Mais tu peux Hmm. avoir ce narratif-là, qui fait que tu vas passer effectivement une demi-journée à faire tes taxes, ou tu peux te dire, je me fixe 35, 40 minutes, 45 minutes, et j'y vais avec tout mon entrain, comme si c'était le truc le plus important de ma vie. Hmm. Alors je dis pas que c'est tout le temps le cas, hein. J'ai encore pété un câble pour changer l'adresse de ma boîte il y a quelques mois.
Mais le fait d'aborder les choses comme ça, je l'ai testé. Il m'a dit, Quentin, tu testes, on en reparle la semaine prochaine. J'ai testé. Et la semaine prochaine, je me dis, tu sais, Michael, c'est assez fou parce qu'en fait, j'ai poncé en 30 minutes ce que je fais en 4 heures normalement. Et quand j'ai fini, je me suis dit, ok, cool, j'étais plein d'énergie. Je fais, allez, c'est quoi la suite? Donc, on a des schémas comportementaux, ils sont ancrés. Ça revient, ces trucs-là. J'aime toujours pas l'administratif, c'est pas mon truc. Mais la manière, comme pour le bain froid, là, maintenant tu te parles avant, et l'état que tu crées, ça a un impact énorme. Donc en fait, effectivement, les pensées vont créer mon état émotionnel. Mon état émotionnel vont créer l'énergie dans laquelle je vais interagir avec ce que je fais. Et ça, pour moi, ça a été un game changer de ouf. Assez brutal, parce que comme je te le disais en off la semaine dernière, j'étais très productivité. Hmm. Méditation, yoga, breathwork, travail du froid, visualisation, machin et tout. Et en fait, quand j'ai pris conscience de l'impact de ma pensée sur tout ça, comme toi, je me suis dit, en fait, c'est un pansement. Je vis à travers Hmm. des pansements. Et ma manière, mais tu vois, ça, j'ai appelé mon podcast et ma newsletter Paradigme, c'est pas pour rien, c'est que moi, ça a été un changement de paradigme monstrueux. Un peu brutal d'ailleurs, parce que des clients avec lesquels je travaillais, j'ai commencé à travailler avec eux, mais radicalement, de manière radicalement opposée. Et quand on aurait parlé de trucs, machin, sur des protocoles à mettre en place, je voyais plus de valeur à ça. Alors depuis, Hmm. je suis revenu, hein. Ça a un intérêt quand tu le fais par choix, dans un but précis, parce que ça te fait du bien consciemment. Mais tu vois, j'ai encore cette idée d'un client qui me dit, je lui dis, bon, qu'est-ce que tu vas faire après notre call? Il dit, ok, bah, je vais prendre mon carnet, je vais noter mes prises de conscience, machin, nanan, je vais agir dessus, je vais faire 30 minutes de Wim Hof, je vais aller faire un bain froid, et après, je vais aller faire un peu de yoga. Et quand il m'a dit ça, ce qui est marrant, c'est que quelques jours avant, j'aurais dit, ok, cool, très bien, vas-y, mon pote, à fond. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, tu vas juste perdre 2 heures de ton temps, en fait. Ouais. C'est quoi l'intention derrière tout ça? Parce que tu le fais pour quoi? Tu le fais pour aller mieux, pour gérer. C'était un client qui était dans une transition professionnelle et il avait beaucoup d'anxiété. J'ai cool, ouais, tu as Wim Hof, tout ça, très bien. Tu as géré l'anxiété, tu as un yoga parfait, c'est bon pour le corps, l'esprit. Tout est très vrai. J'étais encore dans ma piscine hier matin, elle est à 7 degrés. J'adore, mais parce que j'aime ça en fait. Et, mais tous ces trucs, je les faisais pour gérer mon anxiété. En fait, j'étais en mode survie, quoi. J'allais pas à la racine. C'est-à-dire, Hmm. il y a tout ça, tout mon environnement veut m'écraser, mais je suis plus fort parce que j'ai des protocoles qui font que mon environnement ne va pas m'écraser. Et le jour Ouais. où j'ai vu ça, j'en rigolais, je me suis dit, mais mec, tu vas perdre 2 heures de ton temps. C'est très Ouais. bien tout ce que tu fais, mais pourquoi est-ce que tu passerais de 18 h à 20 h ton temps à te coller des pansements partout pour survivre? Tu es dans un mindset de survie, en fait. Et le fait Hmm. de changer ça, de te dire, non, je veux rentrer dans un état d'esprit de création, où je crée la manière dont j'interagis avec le monde, où je me rends compte que c'est pas mon environnement qui a un impact sur moi, mais la manière dont je vois mon environnement et le spectre sous lequel je le regarde qui va avoir un impact sur la réalité dans laquelle je vis. Et que ce qui est important, c'est pas tant ce que tu penses, c'est pas tant le contenu, c'est le contenant. C'est simplement que tu Hmm. penses. Et que quand tu dérailles, quand tu te sens stressé, quand tu sens mal, quand tu commences à être en hyperactivité, tout ça, c'est juste intéressant de jeter un œil à ce qui se passe là-dedans et de te dire avec curiosité, tiens, je suis en train de penser. Cool. Et si je prenais conscience qu'il y a un truc un peu plus profond, l'univers, l'universal mind, le deeper mind, comme je disais, qui est là pour gérer l'équilibre, qui est là pour me faire revenir à l'équilibre. Pas un truc hyper positif. Tout le paradoxe, c'est de la psychologie positive, la recherche du bonheur, du bien-être, où il faut tout le temps Hmm. être dans un état positif, machin. Pour moi, c'est plus ça la quête. C'est déjà de revenir systématiquement à un état neutre le plus vite possible. Et aujourd'hui, je peux me tromper, hein, mais ce que j'ai trouvé de plus efficace, c'est les 3 principes. De se dire, il y Hmm. a un truc qui me veut du bien, qui fait que quand je me coupe, ça cicatrise automatiquement. Il y a le principe d'homéostasie qui gère ma J'allais dire, ouais. respiration, qui gère le Hmm. cœur, qui gère... Voilà. Juste pour que le corps soit à l'équilibre. Et que de cet état d'équilibre, j'ai vachement plus de chances de repartir vers le haut Hmm. que de retomber vers le bas.
Et mon Hmm. job, c'est pas de partir d'en bas et de me dire non, allez, il faut que je pense positif, faut que je pense positif, faut que je pense positif, et je vais aller bien, faut que j'aille bien, faut que j'aille bien, faut que j'aille bien. Putain, je vais pas bien. Ça fonctionne pas, ça. Ouais, tout ce que tu repousses se renforce. Et juste te dire, oh, ok, je me sens stressé. Ça va, c'est ok. Et de passer à autre chose. Et Et de passer à autre revenir, tu chose. vois. Ouais, et j'aime bien la métaphore, je crois que c'est, je sais plus qui la partage, mais des nuages. Je trouve que c'est assez parlant. Hmm, L'idée que prendre conscience que souvent, quand on peut se sentir stressé, anxieux, peu importe l'état de tension, mais souvent, quand on observe, quand on prend du recul, comme tu disais, c'est qu'on est en train de passer un peu sa journée dans sa tête et hmm, que on peut faire la comparaison au ciel finalement. C'est peut-être qu'on est dans une journée où il y a beaucoup de nuages. Le ciel est un peu ombragé, il y a beaucoup de nuages, il y a beaucoup de pensées. Et prendre conscience de ça, déjà, ça permet de revenir à OK, c'est OK, demain, il y aura peut-être un peu plus de soleil aussi, si je m'accroche un peu moins à ces nuages, si je laisse passer dans le ciel. Comme tu disais, il y a une forme d'homéostasie. J'aime bien l'idée de l'homéostasie mentale, en fait. Il y a une homéostasie au niveau du corps. En fait, c'est comprendre aussi qu'elle existe aussi au niveau euh, de l'approche de la pensée, quoi. Plus juste dit comme ça. Euh, hmm. Moi, j'aime assez bien cette idée-là. Ah, j'aime beaucoup, ça me parle beaucoup aussi. Je trouve que c'est assez parlant parce que à partir du moment où on se reconnecte à ça, on peut accueillir, on peut lâcher prise. Et en même temps, tu vois, je voulais revenir sur un truc parce que quand, quand j'ai découvert toute cette approche-là, j'étais dans une forme de OK, mais what the fuck? C'est quoi le sens de tout ça? Du coup, finalement, j'avais presque perdu le goût de faire, tu vois. Je me dis, mais pourquoi je fais tous ces trucs? Il suffit de. C'est marrant. Et tu vois, ça m'a amené sur tous les sujets de non-dualité, sur, Ouais, ok, tout est là, presque accepter, accueillir, tout est là. il y a un dicton dans la communauté des trois principes que quand vraiment tu comprends l'intérêt des trois principes, tu prends 20 kilos. Parce que, mais pourquoi je m'embête en fait? Ouais, Je me martyrise à tout le temps bien manger mes carottes, mes machins, mais en fait, on s'en c'est fout. ça. Et en Ouais, c'est fait, c'est ça. le temps aussi que tu vois, tu retrouves un équilibre, parce que tu as une grosse prise de conscience, c'est un truc à Ouais, percer. Et moi, je me suis moins pris la tête sur mon alimentation, je buvais plus d'alcool, je me suis remis à boire une bière de temps en temps, un petit whisky, parce que j'adorais ça, machin. ouais, ça me parle. Et tu vois, je m'en foutais de tout. C'est pas grave, j'ai le temps, j'ai machin. Puis quelques mois après, tu dis, bah, il y a quand même des trucs qui sont utiles. Il y a quand même quelques trucs à Parce que j'ai revoir. quand même pris quelques kilos et j'ai vachement moins de muscles qu'avant. Ouais, ouais, ça me parle. Ça me parle. Moi, c'était totalement au niveau de mon business, tu sais. Ouais, les choses se font et tout, Ouais. tranquille, mais bon, en réalité, ça bougeait pas autant que je le voulais. Et c'est après que j'ai découvert un peu l'univers de Steve Chandler, l'univers de Steve Hardison autour de ce pouvoir créateur. Mm, Et j'adore un paradigme de Steve Chandler entre, tu vois, le réacteur versus de créateur. mm, Je pense que ça doit te parler, l'idée que qu'est-ce que j'ai envie de créer autour de cette situation? À quel jeu j'ai envie de jouer. Et moi, ça m'a beaucoup parlé, moi qui adore créer, moi qui adore, je pense un peu comme toi, on en parlait en intro, mais qui adore créer des choses. Moi, ça m'a vraiment fait écho parce que j'ai souvent eu, tu vois, cette forme de dualité entre l'être et le faire, par mm. opposition. Et ça a fait un peu le bridge entre ces deux mondes. C'est le faire pleinement dans l'être, dans l'action pleinement incarnée, l'action pleinement intentionnelle, l'action qui est là pour jouer, expérimenter, plus que l'action qui est là parce que il faut que je fasse, tu vois. Euh, Ah, il faut que. je dois, tu Ouais. vois. Et du coup, toi, tu as aussi eu un peu cette transition de lâcher prise, de OK, on lâche tout, et en même temps, derrière, intégrer aussi t'as envie de créer, Mm. d'incarner, de quel jeu est-ce que je veux jouer. Toi, t'as vécu ça aussi. Ouais, je l'ai vécu à différents niveaux, parce que ça faisait déjà un moment, je me souviens la première fois où vraiment ça m'avait frappé, c'était dans le bouquin Atomic Habits, euh,
j'ai mangé son nom, mais c'est pas James grave. Clear, je crois, c'est ça. Yes, de James Clear. Où il a cette dynamique de l'identité. Il dit en fait, on part du principe que ce qu'on fait va impacter notre comportement et notre comportement va impacter. Enfin, non. Ce qu'on fait va impacter nos résultats et nos résultats vont impacter qui l'on est. Alors qu'en fait, c'est la mécanique inversée. Et je m'étais dit, ah ouais, en fait, qui l'on est impacte ce qu'on fait et ce qu'on fait impacte nos résultats. Hmm. Et pas l'inverse. Et après, j'étais tombé sur Sadhguru qui disait d'abord tu es, après tu fais et après tu obtiens. Plus d'une approche spirituelle. Moi, j'aime beaucoup le bouddhisme zen, la spiritualité en général, la non-dualité, ça me parle Hmm. énormément. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que avec Steve Chandler, Steve Hardison, je suis tombé dans les travaux de Werner Erhard. Euh, et moi, Rich Abetz, mon coach, a fait un fourre-tout de plein de trucs, mais a travaillé avec Werner Erhard, avec Steve Hardison, avec Steve Chandler pendant 10 ans. Et c'est un beau mix de tout ça, avec de la spiritualité, avec plein de choses. Et je me rends compte vraiment que tu vois, il me racontait une histoire, c'était il y a pas très longtemps, il y a 2-3 semaines. Euh, Créer vs réagir, en anglais, c'est create versus react. Hmm. Et Steve Hardison lui avait dit lors d'une session de coaching, c'est quoi la différence entre create and react? Et en fait, il y a les mêmes lettres quand tu regardes en anglais. Et, et Steve Hardison a dit, regarde, dans create, il y a un E en plus que Hmm. dans react. Il y a un E en plus. Et ce E, c'est le E d'énergie. It's the E stand for energy. Et l'énergie, en fait, que tu vas impulser dans qui tu es va impacter ce que tu fais et les résultats que tu obtiens. Et ça m'avait beaucoup parlé. Hmm. Parce qu'on est tous des créateurs. On est fait pour ça. L'être humain est fait pour créer. Il n'y a pas des gens plus créatifs que d'autres. Enfin, il y en a qui ont développé ce muscle bien plus tôt. Exactement. Hmm. Et qui, mécaniquement, iront plus loin. Mais quelqu'un qui se dit absolument pas créatif, l'est forcément. Tu vas dans une classe de maternelle, qui est un artiste ici? Tu poses la question, moi je le vois avec ma fille qui est en grande section, c'est tous des génies artistiques. Quel que soit le niveau, hein. Tu vas clairement voir sur les dessins qu'il y en a qui dessinent vachement mieux que d'autres. Mais qui est un Hmm. artiste ici? Ah, moi j'ai fait un poney, moi j'ai fait une licorne, moi j'ai fait un super-héros. Hmm. Il n'y a pas de poney, il n'y a pas de licorne, il n'y a pas de super-héros. En grande section, ça commence à ressembler à quelque chose, mais en petite section, moyenne section, c'est des spirales, des machins. Hmm. Mais c'est trop bien. Et c'est vrai que plus tu grandis, je pense que tu arrives en primaire, tu poses la question, qui est un art élevé? Tu arrives en CE2, CM1, le filtre social commence à se créer. Hmm. Et tu commences à te catégoriser en fonction du résultat que tu obtiens. Si je dessine bien, c'est que je suis un artiste. Si je dessine pas très bien, c'est que je suis pas doué à ça, c'est que je suis pas un artiste. Et tu poses une question, la même question à un groupe de dirigeants autour d'une table, qui est un artiste ici? Tu as peut-être un, celui qui est effectivement très doué, qui a une activité artistique qui va lever la Hmm. main. Et tu as peut-être Michel qui va pousser sa copine en disant elle, Stacy, elle est super bonne, elle fait des super dessins. Et c'est que tais-toi, dis pas ça. Chut. On a honte de ce côté créatif, on se voit pas pour ce que l'on est, alors qu'en fait, créer, c'est le but de l'être humain. Hmm. Et quand on change ce paradigme, et pour moi, justement, les 3 principes, c'est au début, je le voyais comme quelque chose de très, 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 très fluide, de dire, mais en fait, j'ai rien à faire. Hmm. Tout se fait bien. Et au bout d'un moment, je me disais, ouais, bon, cool. Je sens que mon niveau d'anxiété, de stress, tout est retombé. Je prends plus le temps de faire les choses. Je suis plus là pour créer un business de coaching dans les 6 prochains mois. Je suis là pour les 30 prochaines années. Hmm. Mais il manquait un petit truc. Et effectivement, moi, je connaissais déjà Steve Chandler, tout ça, mais je suis revenu dedans. J'ai recréé. Et je me suis dit, pourquoi l'un ou l'autre? Je peux très bien créer volontairement et avoir une approche plus délibérée de ce que je crée. Et je le crée pas forcément pour un but, si ce n'est pour le fun, tu vois. Je Pour crée le ça parce que fun. c'est cool. Et c'est marrant parce que ça crée ça crée des gaps de perception parce que tu vois, j'ai des potes qui sont entrepreneurs, qui fonctionnent bien et qui me posent Quentin, c'est quoi ta stratégie sur les 3 prochains mois? Je crée des trucs cool.
Je dis, mais c'est pas une stratégie, ça. Peut-être, mais moi, c'est une stratégie qui me fait plaisir et qui marche, quoi. Genre, créer des trucs qui ont de l'impact pour les autres parce qu'ils ont eu de l'impact pour moi. Avoir des discussions avec des gens intéressants, parce que c'est finalement avec ces personnes que je vais travailler. Pas trop me prendre la tête avec des objectifs, timés, machin, des trucs comme ça. Sauf vraiment quand il y a un truc que je veux créer et que je me dis là, il faut que j'avance rapidement parce que j'ai envie d'avancer rapidement parce que c'est fun. Mais plus de courses où c'est l'ego qui drive, où c'est l'ego qui tient le volant. Des fois, il reprend le volant, ça dure quelques jours, je m'en rends compte. Je suis loin d'être devenu quelqu'un d'éveillé, d'être un Bouddha ou machin. Je suis toujours anxieux, je suis toujours stressé, je fais toujours des conneries, je pense toujours de travers. Juste moins longtemps. Hmm. Et pour l'instant, tu vois, ça me va. Et je sais que plus je vais rester dans ce jeu, tu vois, mon coach dit awareness first. Et Steve Hardison le dit, Steve Chandler le dit, tout le monde le dit en fait. Du moment où tu veux changer, ton premier outil, c'est la conscience. Être La conscience, conscient ouais. de ce que tu fais, conscient de ce que tu penses, sans être obnubilé par qui tu es et ton petit nombril, sans virer au nombrilisme, mais juste avoir conscience que tu fais l'expérience de choses, que ça impacte mécaniquement ce que tu vas faire, qui tu vas être. Et à chaque fois, c'est à toi de rediriger avec la simple question, qui est-ce que je veux être? Est-ce que je suis la personne que j'ai décidé que j'allais être? Comment est-ce que je me crée au quotidien? Est-ce que là, je suis dans la bonne direction ou est-ce que j'ai quitté le chemin? Pas le bon chemin ou le mauvais chemin, le chemin Hmm. que j'ai choisi. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que l'autre, mais celui que j'ai choisi. Et pour Hmm. l'instant, le chemin moi que je choisis, c'est celui de plus de fun, plus de légèreté, plus de création. Peut-être moins de croissance extra rapide avec des stratégies marketing, des machins, mais je suis totalement aligné avec ça. Parce que Hmm. ça me permet de faire du sport, ça me permet de passer du temps avec mes enfants, qui est un luxe lunaire. Je passe énormément de temps avec eux. Et en voyant les choses évoluer. Hmm. Et je pense qu'une fois que tu as pris conscience que le vrai travail, c'est pas le travail que tu fais dans la vie, mais c'est le travail là, Ouais, c'est interne. ton rôle dans la vie, et que c'est le truc le plus gratifiant du monde, parce que ça a un impact énorme sur les autres. Parce qu'on Hmm. on me dit, ah, t'es vachement tourné sur toi. Je dis, ouais, c'est cool, mais je suis pas égoïste. Hmm. Parce que je sais que plus je vais régler mes problèmes, et je vais changer la relation que j'ai à moi-même, plus ça va impacter positivement les personnes autour. Bien sûr, bien sûr. Et en t'écoutant, ça me fait beaucoup écho parce que je suis en ce moment, tu sais, dans cette mue de... J'ai été dans un mode pendant des années de faire plus, plus vite. C'est le mode un peu start-up par défaut, quoi. Ta station F qui t'a laissé Euh, un tampon dans le dos. Allez, plus vite. Et en même temps, je vois beaucoup de vertus, tu vois, ce côté de l'action, créer l'apprentissage que ça amène. Et en même temps, je vois que l'action frénétique, sans intention, sans conscience, elle te mène juste à faire les choses en pilote automatique, te causer de l'anxiété, du stress qui sont pas forcément nécessaires, t'amener aussi à faire dans un niveau de conscience et d'un niveau de profondeur qui peut rester en surface. Presque, tu Mhm. sais, t'as checké, t'as checkbox, ok, fait, fait, fait. Mais peut-être que je pourrais le faire avec plus de profondeur, plus d'intensité, plus d'impact. Et tu vois, en ce moment, je suis vraiment dans ce travail de prendre davantage conscience quand je rentre dans l'action. Être conscient avant que je rentre. Je te donne un exemple. Avant d'écrire, ok, me connecter au présent, me connecter à qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ce moment avant de rentrer en coaching. J'ai eu un temps où j'arrivais en coaching une minute avant, en mode ultra speed, etc. Ok, prendre des moments, en fait, des espaces dans ma journée pour ok, entrer dans l'action Mhm. en conscience. Ça m'aide beaucoup et c'est un vrai, une forme de rééducation presque, en fait, de faire ça. Parce que ça demande de, toi, d'observer sa narration interne, son pilote automatique, qui chez moi était très drivé par le faire plus, faire plus Ouais. vite. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le mouvement, qui aime beaucoup être dans la création. Et en parallèle, tu vois, j'ai ce truc où
C'est pas pour rien que je me suis intéressé au sujet de la respiration, c'est que j'aime être aussi dans cette présence, cette écoute. C'est comme si, tu vois, je suis en train de faire ce bridge entre le Boris d'avant, startup, le Boris respiration qui est dans la zénitude absolue, et ce mode création, ce mode jeu m'amène à faire du lien entre ces deux trucs. Et une personne comme Steve Chandler m'inspire beaucoup là-dessus, parce que je trouve qu'il a cette justesse de valoriser l'action comme une source inépuisable d'apprentissage, Mm. d'impact sur les autres, d'impact sur soi, sur son cercle, etc. Et en même temps, une forme de spiritualité incarnée, tu vois. Mm. Et c'est ce qui m'amène aussi à une question que je voulais peut-être aborder avec toi, parce que moi, je me suis senti, quand j'ai commencé le coaching, dénué de modèles sur le monde de la francophonie. Parce que je voyais une approche du coaching souvent très procédurière, Mm. mentale, structurée. Il faut que tu fasses ça, après il faut que tu fasses ça, après il faut que tu fasses ça, ça. Mm. Quelle est toi, est-ce que ta perception de la différence entre peut-être l'approche du coaching anglo-saxonne, puisque tu y baignes quand même depuis un petit moment et tu as des mentors, tu as des coachs qui sont dans ce milieu-là, et l'approche peut-être du coaching en général, en francophonie, quelle différence toi tu peux voir, t'observant? On peut faire un parallèle avec ce qui est en train de se passer actuellement en politique, hein. D'un côté, tu as les... Alors, c'est les États-Unis, mais c'est plus large que ça. D'un côté, non, non, on va même rester sur l'exemple des US vs l'Europe. Qu'on soit d'accord avec ce qui se passe avec Trump, Elon Musk, machin, mais je parle en général. Et qui s'accentue pour moi depuis les dernières années, c'est que là où les États-Unis ouvrent, développent, créent, l'Europe légifère. Et pour moi, c'est exactement pareil dans le coaching. C'est pareil dans plein de choses, hein, Hmm, plein de domaines. Et dans le coaching, c'est très flagrant. C'est qu'au début, quand j'ai voulu me former, je me suis dit, OK, il faut que je fasse une certif de coaching. Il faut que. Parce qu'on m'a dit, tu ne rentreras pas dans les entreprises si tu n'as pas de certif. Et moi, je suis passé sur la préparation mentale dans le premier temps, en me disant que c'était un bon bridge. hmm, Je dis pas que ça n'a pas d'intérêt. Au début, c'est important d'avoir de la structure, d'avoir tout ça. hmm, Il ne faut pas non plus s'enfermer dans cette structure. hmm, Le problème, c'est que je trouve qu'en Europe, en France particulièrement, on s'enferme énormément dans des structures. Tu vois, c'est comme quand tu as des roulettes à un vélo. Quand tu sais rouler sur le vélo avec les roulettes, l'idée, c'est pas de garder les roulettes toute ta vie. Les roulettes, elles sont là pour te donner hmm, l'équilibre au début. Et après, bah, tu enlèves les roulettes, tu te casses un peu la gueule, tu te relèves, tu retrouves ton équilibre, tu pédales. D'ailleurs, tu apprends à faire du vélo en pédalant, pas en t'informant hmm, sur comment est-ce qu'on pédale. Ce que beaucoup de certifs de coaching font. Elles te donnent la théorie, un peu de pratique, mais hmm, pratique pour moi complètement biaisée. Parce que c'est beaucoup plus facile de coacher quelqu'un qui est déjà intéressé par le coaching, qui se forme au coaching, qui a l'ouverture d'un coach, qu'un être humain qui ne voit pas de valeur au coaching. Parce que j'en suis aussi de plus en plus convaincu, la majorité de mes clients aujourd'hui ne voient pas de valeur au coaching. Ça a été créé avec le temps, à travers des discussions, à travers d'expositions à ce que je crée, tout ça. Ils se disent, ah ouais, en fait, c'est peut-être intéressant finalement. hmm, Et ça peut peut-être changer ma vie. Mais ça n'a rien à voir de coacher quelqu'un qui est ouvert par le coaching, qui est déjà dans cette veine-là, qu'un hmm, être humain normal, qui n'a pas la même ouverture, pas la même vision des choses. Et le truc, c'est qu'en France, je voyais, c'était un coach fait ci, un coach ne fait pas ça. Un coach dit ci, un coach ne dit pas ça. Un coach doit voir les choses de hmm, cette manière, doit suivre ce modèle. Et c'est tellement essayer d'enfermer les personnes dans les cases. Parce que qu'est-ce qui compte dans le coaching au final? Plutôt que d'essayer d'en faire une énième case, qu'est-ce qui compte? Le coaching, finalement, ça vient de celui qui a importé vraiment justement le coaching. Il y a peu de personnes qui le savent, mais c'est Werner Erhard, qui est très, 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 très peu connu ici, en Europe.
qui a 90 piges maintenant, mais qui est une personne que j'ai jamais rencontrée, mais que j'aimerais rencontrer avant qu'il meure, et qui paraît qu'à 90 ans a toujours une vitalité qui est incroyable. C'est un créateur très controversé, Hmm. mais qui a extirpé justement dans les années fin 60-70 le mot coaching du monde du sport pour le mettre dans la vie quotidienne et dans le monde de Hmm. l'entreprise et dans le leadership. Et il était très controversé parce qu'en fait, le séminaire qu'il faisait, Est, qui veut dire être en latin, était un séminaire sur plusieurs jours où les gens arrivaient très tôt, partaient très tard, n'avaient pas le droit d'aller aux toilettes, n'avaient pas le droit de manger, n'avaient pas le droit de dormir. Ils poussaient les trucs au maximum, maximum, maximum. Ils parlaient très très mal aux personnes. Couper la parole, les insulter, les traiter de trous du cul. C'était à l'opposé de tout ce qu'on pouvait voir. Ça, dans les années 70, c'était un peu le truc hippie, ça pouvait passer, tu vois. Hmm. Mais comme il disait, ce qui compte, c'est le résultat. Les gens viennent ici pour la transformation. Ils sont pas d'accord avec la méthode, pas grave. Mais si leur vie fonctionne pas, c'est leur problème. S'ils viennent dans mon séminaire, c'est pour que leur vie fonctionne. Ma vie fonctionne, ceux qui font partie du truc ne fonctionnent pas, les moyens sont bons. On peut être d'accord avec la logique ou pas, mais c'est un bon exemple, je pense. Hmm. Ce qui compte, c'est le résultat. Et quand j'ai commencé à fréquenter des coachs francophones et qu'on me disait, faut pas mal parler, faut pas hausser le ton, faut pas Hmm. guider, faut pas prendre le lead, jamais prendre le lead. Je me dis, quel est l'intérêt? Il y a de la psychothérapie déjà pour ça, où on donne pas de direction, on pose de simples questions, ce qui est une grosse forme du coaching. Mais moi, mes plus grosses prises de conscience, ça a été quand un coach m'a coupé, moi qui parle beaucoup, qui ai tendance à partir dans tous les sens, à me couper, a dit Quentin, ça fait 20 fois que tu me répètes la même chose, est-ce que tu peux le synthétiser en 2 minutes? Tu dis, ouais, ok, d'accord, c'est Hmm. brut. Mais en fait, c'est comme les réunions business aux États-Unis par rapport aux réunions business en France. Tu vois, tout est différent. Réunion business, on dit c'est 30 minutes. Et c'est 30 minutes. J'ai toujours été très surpris quand je commence à me former aux US, que quand ils disaient ça commence à 9h, ça commençait à 9h, ça finit à 10h30. À 10h30, c'était la fin. Alors qu'en France, 9h, ça commence entre 9h et 9h30. Et 10h30, ça peut aller jusqu'à 11h. 11h15 même des fois, Hmm. parce qu'on parle de rien et on perd beaucoup de temps. Hmm. Et au final, je trouve beaucoup de puissance là-dedans, dans ce modèle anglo-saxon, beaucoup plus ouvert, où il y a du coaching traditionnel, beaucoup d'écoute, mais où l'écoute est portée à un niveau limite spirituel. Hmm. L'impact qu'une écoute profonde, une vraie écoute profonde peut avoir sur l'être humain. Sur l'impact des questions, et de comment est-ce que tu peux t'améliorer à poser des questions. Mais sur l'impact de la confrontation aussi. Des fois, tu peux confronter, pas dans un espace de méchanceté, j'ai jugé la personne, elle a tort et moi j'ai raison, mais comme un outil pour repousser la personne, repousser son ego, craquer, percer à travers la carapace, sans être méchant, sans être violent, toujours avec un Hmm. élan d'amour. Ça, nous, en Europe, c'est très 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 peu le cas. Le coach ne doit pas dépasser certaines limites. Alors, il y a le coaching corporate et le coaching en général, hein. Le coaching corporate est beaucoup Hmm. plus normé, c'est normal. Mais aussi, voilà, des fois prendre le lead quand on sent que le client n'est pas dans la capacité de le prendre, pour le relaisser derrière. Mais il y a beaucoup plus de liberté en fait, beaucoup plus d'interaction, c'est beaucoup plus une relation, Une danse aussi, c'est comme ça que une danse j'entends. entre le coach et le Hmm. coaché. C'est beaucoup plus poétique, beaucoup plus rythmé. C'est un vrai art en Alors que le fait. coaching, la manière dont on le voit ici, est beaucoup basé sur la psychothérapie. Je vois beaucoup d'écoles de coaching qui disent chaque coach doit avoir un psychothérapeute à côté pour faire le travail sur le passé. J'enlève rien à la psychologie. Il y a beaucoup de choses bonnes, il y a aussi beaucoup de choses très mauvaises. Je vois de plus en plus de personnes qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Dans ma famille, j'ai des psychologues et qui font un travail sans résultat. Il n'y a pas de résultat sur qui ils sont, il n'y a pas de résultat concret sur leur vie. Et moi qui suis importé par une chose, c'est le résultat tangible, je me dis voilà, il y a des choses qui sont aujourd'hui, pas qui ne sont pas accessibles dans le coaching européen, je vais me faire des ennemis, j'ai pas de souci par rapport à ça, mais qui prennent beaucoup, 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 beaucoup de temps. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Et Je suis moi, c'est les d'accord. résultats que j'ai avec des clients, Hmm. où il y en a qui sont allés voir des psychologues depuis des années, et on fait 2 sessions ensemble, et il me dit, putain, Quentin, mais j'ai perdu 10 ans. Je dis, non, t'as pas perdu, t'étais juste pas prêt, et c'est tout. Vois pas ça comme ça. C'est pas une punition, t'as pas mal fait les choses avant. Mais en fait, c'est juste que t'avais pas besoin, pour ce que tu recherches, d'une psychothérapie. La Hmm. psychothérapie a plein de bénéfices géniaux pour plein de trucs. Et pour d'autres, elle n'en a pas du tout. Hmm. Comme le coaching, j'ai un client avec qui ça s'est pas bien passé parce qu'en fait, ce dont il avait besoin, c'était d'une psychothérapie, pas d'un coach. Il avait plein de trucs à régler dans son passé. Et moi, je suis pas la bonne personne pour ça. C'est OK. Chacun son métier. Même si j'aime la psychologie, j'aime l'écoute, c'est pas mon boulot. Je suis pas un psychologue assermenté, enfin accrédité. Et pour moi, ce sont des dynamiques différentes. Et effectivement, alors, je pense que les États-Unis commencent à avoir, au niveau du coaching, de plus en plus d'impact sur le monde. C'est en train de se développer un peu en Europe. Et c'est encore très normé. Hmm. Moi, je me Je te retrouve rejoins. plus dans cette veine, où on parle de spiritualité, on parle de performance, on parle de psychologie, on parle d'humain, de communication. Il y a pas, c'est pas en silo. C'est pas cloisonné, ouais. Tout est intriqué. Ouais. Et ce qui Pas compte, cloisonné. c'est le résultat. C'est que la personne se Hmm. transforme, que la personne évolue dans la bonne direction, qu'elle chasse les bons Hmm. objectifs, pas les objectifs qu'elle a fixés. Hmm. Ça me parle. Ça me parle. Je me reconnais dans ce que tu partages. Et j'aime beaucoup la vision anglo-saxonne, comme tu disais, qui permet de faire, qui ose et qui joue à faire du lien entre les choses, qui est beaucoup plus créative et qui est centrée sur la transformation et les résultats. Parce que tu vois, moi, j'ai des discussions avec certains coachs des fois ou des posts que je vois sur LinkedIn sur ah oui, mais attends, un coach, il doit faire comme ci, il doit faire comme ça, sinon c'est du mentoring, sinon tu es un advisor. Et pour moi, en fait, cette discussion, c'est un non-sens total. C'est un non-sens total. Et c'est un peu, tu vois, une tendance, je pense, qu'on a en France à philosopher sur des concepts et pas être dans le concret, dans l'expérience. Complètement. Et bon, en tout cas, moi, je trouve que c'est inspirant, du coup, d'avoir des, tu vois, des coachs comme toi qui sont pas formés, inspirés, qui sont coachés par des anglo-saxons. Parce que je trouve que le milieu francophone a besoin de figures, de modèles. Parce que les modèles de coach qu'on a, qui ont pignon sur rue, je trouve qu'ils ont vraiment ce côté, moi, qui me parle pas trop, tu sais, qui est souvent du ressort de... C'est un Tony Robbins-like en termes de Ouais. posture et qui a une approche très mentale, Mmh. très cadrée, très protocolaire. Ouais. Euh, je pense que moi, en tout cas, découvrir tout ce monde anglo-saxon, ses bouquins, ses formations, etc., ça m'a ouvert aussi une autre perspective, tu vois. Et je pense que le monde francophone en a besoin, donc c'est cool ce que tu fais, Mmh. Quentin, et continue à le faire parce que, franchement, je pense que, enfin, c'est pas je pense, c'est que je suis convaincu que le monde francophone en a besoin Mmh. parce que je, je suis- j'en discute avec certains de mes clients hein, qui sont coachs et qui restent certains bloqués aussi parce qu'en fait, les seuls modèles qu'ils ont en francophonie, c'est David Laroche. Ils disent que bah, en fait, il faut faire du David Laroche en fait, parce que c'est lui qui marche le mieux en France. Donc en fait, si je suis pas David Laroche, Mmh. et quand je leur parle des trois principes, je leur recommande des bouquins, des Michael Neal, des Steve Chandler, ils disent oh, waouh, Mmh. Ouais. Mais parce que je pense qu'on prête attention qu'à ce qu'on voit. ouais, Et effectivement, David Laroche est très très bon pour être vu. Et c'est sûrement un bon coach. Je le connais bien sûr, pas, et j'ai jamais échangé avec lui, il m'a jamais coaché, j'ai jamais fait partie de son école. Et c'est sûrement un très bon coach pour certaines personnes. Comme Tony Robbins, c'est un as du marketing, mais c'est un excellent coach. bien sûr. À côté de ça, il faut s'ouvrir aussi au fait que aujourd'hui, vu qu'il y a de plus en plus de coachs, on a une cible marketing de choix.
parce que le coach est plein de bons sentiments, peut-être un peu crédule, croit aux possibilités. Hmm. Et pour beaucoup, une grande partie, c'est des reconversions professionnelles. Donc, les personnes ont déjà un peu de cash de côté, tout ça, et peuvent investir 5 000 10 000 balles. Donc c'est une stratégie de choix. Et dans un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, on nous dit, j'y ai cru, j'ai essayé pendant des années, que le coaching, c'est faire de beaux posts inspirationnels, faire beaucoup de quantité, beaucoup de mailing, beaucoup de pubs, et qu'en créant ton branding, ton personal branding, ta marque, tu vas devenir un David Laroche et compagnie. David Laroche, il a commencé il y a 15 piges, 10 ou 15 piges, sa chaîne YouTube. Donc c'est pas nouveau, machin, il n'est pas en train d'exploser depuis quelques années parce que, Bien non, sûr. c'est un travail énorme qu'il a fourni quand il avait 16-17 ans. Et moi, j'étais persuadé de ça. Et je tombais sur des mecs, Steve Chandler, Rich Litvin, qui disaient non, le coaching, c'est un métier très intime, c'est un métier qui fonctionne à la conversation, à la vraie conversation. Je dis oui, c'est bien beau, mais vous êtes des vieux, moi je suis jeune, je comprends bien les réseaux sociaux et tu vas voir, je vais y arriver. J'ai eu quelques clients grâce aux réseaux sociaux. Pas forcément les bons profils, pas forcément les plus investis. Mais par contre, j'ai mis longtemps à le voir, mais ceux avec lesquels je préférais travailler, c'était des personnes que j'avais rencontrées, avec qui j'avais échangé, j'avais créé une relation. Et avec qui on était resté en relation pendant quelques temps. Et un jour, ils m'ont dit, Quentin, c'est bon, j'ai envie de travailler avec toi. Hmm. Là, il y a eu des synergies de fou. Et j'ai commencé à me dire, ouais, peut-être que c'est vrai. Alors, je suis toujours sur les réseaux sociaux, beaucoup moins qu'avant. Mais parce que j'ai pris goût à jouer à ce jeu. Avant, je le voyais plus comme un levier stratégique, pas comme un jeu. Hmm. Et en fait, je rencontre des personnes et je me dis, mais c'est pas possible. Je prends l'exemple de Rich Abetz, mon coach qui est inconnu. Alors, il a un site internet, mais il n'est pas sur les réseaux. Là, il commence à poster un peu parce qu'on a créé la Business Coaches Academy, parce qu'il sort son livre, mais qui pendant des années n'y était pas. Et il bosse avec les plus grandes boîtes du monde. Il a une liste de clients, une liste d'attente de fou. Ses contrats vont entre 80 et 150 000 dollars à l'année. Il fait 1 million, 1,5 million en solo. Il n'a pas d'assistante, il n'a personne derrière. Et ce que j'appelais des anomalies, je me rends compte qu'en fait, il y en a plein. Là, je rencontre des coachs, ils sont en solo. Personne ne les connaît, j'ai jamais entendu leur nom. Ils font 500 000 euros à l'année. T'as une nana, elle n'a pas de site internet. Elle n'a pas de compte LinkedIn, pas de profil Instagram. Elle a juste un profil Facebook, mais elle communique pas professionnellement dessus. Mais j'ai rencontré cette femme extraordinaire qui, puis, a démarré son business il y a 4 ans. Donc, elle n'a pas commencé le coaching il y a 4 ans. C'est pareil, quelqu'un qui a explosé du jour au lendemain. Elle avait des positions de leader dans plein de boîtes. Mhm. Première année, elle fait 180 000 dollars de chiffre, ce qui pour une première année est énorme. 500 000 la deuxième. Et depuis 2 ans, elle tourne à 1 million. Elle n'a pas de site internet, pas de présence en ligne. Rien, zéro, que dalle. Tu tapes son site internet, il y a son profil Facebook qui tombe. Et en fait, des personnes comme ça, j'en rencontre de plus en plus sans aller sur des chiffres comme ça. Mais des personnes qui sont des coachs inconnus qui font 200, 300, 400 000 de chiffres. J'en rencontre de plus en plus. Ou simplement des coachs qui sont inconnus, mais qui font 100, 120 à l'année, qui sont Hmm. très heureux, qui ont un impact de dingue sur des boîtes sportives, sur des boîtes associatives, dans certains domaines, et qui s'éclatent et qui s'embêtent pas avec les réseaux. Hmm. Et ça, moi, ça m'a vraiment fait un gros shift. C'est de me dire, ouais, en fait, c'est possible. Si eux, ils le font, j'en suis capable. Et en plus, tu gagnes vachement de temps à essayer de Hmm. prouver ta valeur, à te faire coacher pour le copywriting, pour les machins, pour les trucs et tout. Et voilà, je veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je suis sur LinkedIn, j'ai mon podcast, je fais des vidéos, c'est un mode d'expression que j'adore. Mais tu vois, tu parlais d'intention pour revenir au début de la conversation, de pourquoi est-ce que tu fais les choses et d'être présent à ce que tu fais. C'est sur les réseaux sociaux, pourquoi? Pour gagner des clients, sachant que le métier de coaching, je me rends compte que c'est un métier très 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 particulier par rapport à ça. Ou est-ce que tu es là pour partager ton expérience, pour créer dans le temps peut-être une marque, mais est-ce que tu le fais pour en fait la dopamine,
les likes, les commentaires, ou vraiment ton ego? Ou est-ce que tu le fais pour servir les personnes qui te lisent, qui Hmm. t'écoutent, qui te regardent? Et te dire que ce que je fais, c'est bien. Et ça apporte quelque chose. Et tu vois, c'est intéressant parce que j'ai eu le cas hier. J'ai balancé un truc sur LinkedIn, je sais même plus ce que c'est. Et je vais pour prendre mon téléphone de manière globale pour voir s'il y a de l'interaction. Et juste au moment où j'ai appuyé sur l'app LinkedIn, je me dis, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pour voir s'il y a des likes, pour voir s'il y a des commentaires. Ça n'a pas de valeur. Je me dis, ce qui a de la valeur, c'est que je poste des trucs utiles. Et qu'est-ce que je veux en fait par rapport à ça? C'est qu'il y ait des personnes qui me contactent, qui rentrent en relation avec moi, qui me disent, hé Quentin, c'est cool ce que tu as fait, on peut en parler? C'est le seul KPI, finalement. Bien sûr. Hmm. Les likes, est-ce que quelqu'un a commenté, machin, je m'en fous. Ça peut attendre demain, j'ai pas besoin de regarder mon téléphone 50 fois dans la journée pour avoir ce petit shot de Hmm. dopamine qui me dit Quentin, cool, et les gens t'aiment. Ce que tu fais, c'est cool. Non. Si j'ai pas un email où vous avez reçu, qui me dit vous avez reçu un message LinkedIn, il n'y a aucune urgence à ce que j'aille sur LinkedIn. Bien sûr. Aucune. Et c'est vraiment, tu vois, un shift. Créer pour apporter de la valeur ou créer parce qu'on t'a dit qu'il faut que tu le fasses dans le cadre d'une stratégie marketing parce qu'il faut absolument que tu acquières des clients. Hmm. J'aime beaucoup cette idée, c'est ce que tu évoques de giving versus taking. En termes d'énergie, je trouve que c'est très Ouais. parlant Mhm. dans la création de clientèle. Et c'est marrant. Et Rich Litvin utilise justement ce terme création de clientèle Ouais. versus, je ne sais plus comment on dirait, trouver des clients, quoi. Tu sens l'énergie est très différente. Je crée des clients, je crée de la valeur à travers des conversations, à travers du contenu, versus je prends, entre guillemets, je trouve des clients. Et c'est bien que tu amènes sur ce sujet parce que je voulais qu'on c'était le sujet que je voulais qu'on aborde, qu'on n'avait pas encore abordé. Sur ce sujet de création de clientèle, tu as Mhm. déjà amené pas mal d'éléments intéressants. Toi, comment est-ce que tu t'y prends pour justement aujourd'hui créer ta clientèle, développer ton activité? Il y a beaucoup de coachs qui nous écoutent et tu sais, qui sont un peu dans cette phase, bah, comme tu disais, bombardés par la pub qui te vend le nouveau tunnel de vente, qui te permet de gagner 10 000 euros en 3 mois grâce aux pubs, sans rien faire. C'est Que tu payes génial! 97 euros. J'ai perdu beaucoup d'argent comme ça. C'est ça. Tu vois, on est tous bombardés de ça et en même temps, comment est-ce que toi tu fais justement pour créer cette clientèle-là, pour avoir de la valeur, prendre du plaisir avec ce côté vente, marketing, etc. Comment tu t'y prends toi concrètement? Alors déjà, je vais remettre l'église au centre du village. Je suis pas un coach plein de réussite au sens dont on l'entend. Je fais une quarantaine de milliers d'euros de chiffre d'affaires par an. Comme je dis, j'ai beaucoup de temps pour moi. J'avais baissé mes prix les dernières années parce que j'étais justement à travers ces formations. Il faut que tu fasses du high ticket, il faut que tu factures. Et quand tu as trois personnes qui Mhm. ont pris le même prix, qui n'ont pas négocié, tu augmentes. J'étais passé de Mhm. 2000 à 2005 à 3000 à 4000 à 5000 à 6000 pour 3 mois. Et en fait, Mhm. j'étais pas aligné du tout avec ça. Je me rendais compte que j'avais des Mhm. clients qui payaient 6000 et j'avais peu de clients. Mhm. Ouais, ça me laissait du temps, ça me permettait de me sortir un salaire. Pas tout le temps. Ça a été une vraie galère. Parce que des fois, je traversais 3 mois où j'étais tellement dans ma tête, tellement sur il faut que je trouve des clients, il faut que je trouve des clients que Mhm. l'énergie qu'on ressentait était que j'étais needy, quoi. Et comme Mhm. Steve Chandler le dit beaucoup, Rich Levine le dit beaucoup, needy is creepy. Mhm. Donc quand t'es dans la demande, t'as la dalle, en fait, c'est dégueulasse, quoi. Ça se sent, ouais. Mhm. Donc déjà, voilà, je vais remettre ça. Par contre, la vision que j'ai de moi à la fin de l'année, à l'année prochaine, là, les choses accélèrent énormément. Mhm. Du moment où j'ai shifté beaucoup de choses. Je le vois sur les Mhm. personnes que je contacte. Je le vois sur la qualité des discussions que je vais avoir avec les personnes. Sur le filtre que je mets dès le début. Et tout ça, ça revient à une chose. On en revient au travail interne, en fait. Pour moi, il n'y a pas de stratégie, de machin. Tu peux apprendre et tu veux apprendre, si tu es un coach, à être un bon vendeur. Parce que la majorité des coachs ne sont pas de bons vendeurs.
Mais il va se créer des paradoxes. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs du côté de mon père, de commerçants du côté de ma mère. J'ai grandi dans les magasins. J'ai aidé les copines de ma mère pendant les week-ends, pendant les vacances, pendant les soldes. Même maintenant, tu vois, j'ai des potes qui ont des magasins. J'aime bien y aller de temps en temps le samedi, pendant les soldes, aider. Parce que j'adore ça. J'ai toujours été un vendeur né. Mais quand j'ai créé ma boîte, je suis devenu nul à un point qui était incroyable. Pourquoi? J'étais auto-centré sur qu'est-ce que la personne pense de moi, est-ce que mon produit, mon service, il vaut quelque chose, est-ce que j'apporte de la valeur, est-ce que je suis au bon prix, qu'est-ce que la personne va se dire quand je lui dis oh, pour travailler avec moi, c'est X milliers d'euros. Et en fait, c'était moi, me, myself and I, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis redevenu naturellement un bon vendeur. J'ai retrouvé cette fluidité quand je me suis foutu la paix, en fait. Quand je me suis mis, en fait, il ne s'agit pas du tout de moi. Il s'agit de la personne. Et je me rends compte que j'aime de moins en moins ce mot, plus je travaille sur moi, tu vois, parce que c'est pas vraiment un travail, mais plus je fais le taf qu'il y a à faire, à enlever ce qui n'est pas moi, à prendre du recul avec ce qui n'est pas moi, à relativiser avec mes pensées, à voir comment je fonctionne, à être conscient de la manière dont j'opère, plus je me fous la paix, plus je me permets d'être moi-même. C'est à la fois un gros mot, on dit ouais, sois juste toi-même, mec. C'est à la fois la meilleure stratégie et la pire, parce que quand on dit être soi-même, pour beaucoup, c'est ok, j'arrête de faire attention, donc en fait, Mhm. c'est l'ego et les automatismes qui reprennent le dessus, et ça, c'est une catastrophe. Mais quand tu apprends à te regarder avec curiosité, à faire le tri avec ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, à comprendre les jeux implicites auxquels tu joues, les jeux inconscients auxquels tu joues 98% de ton comportement, en fait, Mhm. te rendre compte que les jeux auxquels tu joues, ils ont des règles qui sont vouées à l'échec. C'est des jeux que tu ne peux pas gagner. Donc en fait, du matin au soir, tu joues à des jeux qui sont ingagnables. Du moment où tu prends compte de ça et que tu fais le choix de créer un autre jeu, un jeu auquel tu as envie de jouer, un jeu qui a un but qui est fun pour toi, qui te fait un peu flipper, mais qui est cool, qui est stimulant, qui est galvanisant, que tu crées de nouvelles règles et que tu te dis ce jeu, je suis incapable actuellement de le remporter. Je dois créer une nouvelle version de moi. Je dois laisser derrière moi d'autres parties de ma personnalité, de mon identité, qui ne sont pas utiles pour créer ce jeu. Et que tu es dans cette dynamique, les choses se font radicalement différemment. Mhm. C'est, tu vois, Steve Chandler et Trevor Timbeck ont écrit un super bouquin, The Power of Systems. Et j'avais discuté avec Trevor, qui est super sympa, et on parlait justement de tout ça, les systèmes. Et il disait chaque système, en fait, est créé pour délivrer le résultat parfait pour lequel il a été créé. Donc, en fait, dès que tu crées des systèmes, aujourd'hui, tous nos systèmes sont créés inconsciemment, ils délivrent un résultat parfait. Et parfois, on fait une histoire de psychologie, de choses qui n'en sont pas, et on a juste qu'à créer un système pour bypasser, pour surpasser, pour détourner, passer autour, dessous, sur les côtés où tu veux, de la psychologie. Créer une action et un système qui va mener vers une action qui va en fait faire que tu vas évoluer psychologiquement aussi dans le process. Et ça, c'est fabuleux. Et quand tu es dans cette action vertueuse, c'est ce que je vois pour moi en tout cas, c'est ce qui est vrai pour moi aujourd'hui. Je dis pas que c'est la vérité absolue, mais ma vérité, c'est que plus je suis cool avec moi-même, plus je me pardonne de mes erreurs, moins je me prends au sérieux, plus je passe à l'action radicalement, brutalement et consciemment, plus j'ai des résultats. Parfois des résultats qui sont je pensais impossibles. Et je parle pas de résultats forcément financiers. C'est je regarde qui je suis par rapport à qui j'étais il y a un an, je me dis putain, qu'est-ce qui s'est passé quoi? J'ai beaucoup de scissions, c'est la contrepartie, hein. Dans ma famille, dans mes amis, il y a des amitiés qui partent, des membres de ma famille dont je m'éloigne. Je les aime toujours autant, hein. Mais en fait, on voit les choses de manière tellement différente et je porte tellement peu d'intérêt à des activités que je pouvais faire il y a quelque temps par rapport à ce que je fais aujourd'hui que naturellement, il y a des chemins qui divergent. Mhm. Je comprends. Ouais. Mais j'ai une grande fierté de me regarder et de me dire, mais l'avenir est radieux. Pas tant en termes de chiffres, tout ça, mais de me dire, c'est fun. Et Ouais. j'ai retrouvé, tu vois, cette joie de coacher les clients, d'avoir des discussions intéressantes, challengeantes,
cet esprit joueur qu'on peut avoir naturellement quand on est enfant. Et je Hmm. pense que plus on prend de la distance avec cet esprit joueur, plus on devient sérieux, parce qu'on nous dit que les adultes doivent être sérieux, et plus on est dans les stratégies sérieuses, dans les protocoles, dans les machins. Hmm. Ce que- Et voilà, la joie de vivre s'enlève, quoi. ce qui me parle, c'est cette idée de à quel jeu tu veux jouer. Être vraiment créateur, de se dire, ok, c'est quoi mes variables Mm. de jeu aujourd'hui? Et ça change tout, en fait. Mm. Et je pense qu'on va rester là-dessus parce que je sais pas si tu l'entends, mais il y a des travaux là. Tu l'entends ou pas? Non, non, Bah, j'entends écoute, rien. c'est génial, c'est génial. Les invités ne l'entendent jamais. Bon, ça fait 30 minutes qu'il y a des bruits de marteau, c'est pa, 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 pa. Et je vois l'heure. Et on s'était dit 1h30 et je pense qu'on a déjà pas mal exploré, Quentin. Et Mm. je te remercie vraiment pour la richesse de ton partage. Ce que j'apprécie beaucoup chez toi, c'est la façon que tu as déjà de partager. Tu es quelqu'un de très authentique, d'aligné, ça se sent vraiment. Dans le sens positif du Merci. terme. Parce que tu vois, tu as un peu un truc un peu bullshit autour de l'alignement, l'authenticité. Mm. Et toi, dans ta façon d'être, on y revient, ça se sent. Et je te remercie pour tout ce que tu as partagé. Ça me fait Et plaisir. bah, avec joie. Et continue ce que tu fais aussi de continuer à partager, d'amener aussi toute cette vision anglo-saxonne sur la sphère francophone, parce que vraiment, je te disais, je crois vraiment qu'on en a besoin, et moi, j'essaye aussi, tu vois, d'y contribuer de plus en plus, parce que je pense que ça peut changer totalement le paradigme aussi pour les coachs, pour les personnes qu'on accompagne, pour nos clients. Donc, Mm. merci d'avoir ouvert tout ce sujet. Ça sera l'occasion peut-être d'en reparler d'ici quelques temps, peut-être rendez-vous dans 2 ans ou avant, tu vois. On Avec verra plaisir, comme d'hab. comment ça a bougé. Euh, pour ceux qui ont résonné avec notre échange, où est-ce qu'on les redirige? J'avais plein d'endroits à rediriger avant. Maintenant, c'est plus complexe. Plus Non, simple. il y a mon site www.quentinvillard.com où j'ai des articles, des podcasts, des vidéos. Mais vraiment, aujourd'hui, ça va plutôt être ma chaîne YouTube, Quentin Villard et LinkedIn. C'est les deux canaux que je garde, mes deux canaux d'expression. Tu vois, je parle plus d'acquisition Ok. client, de marketing, machin, c'est vraiment mes deux canaux Hmm. d'expression. Ok. Je mettrai les liens du coup. Cool. Merci Boris. Avec plaisir. T'avais un dernier truc à partager, une dernière envie ou on est bon pour aujourd'hui? Quelle place ont les trois principes aujourd'hui dans ta vie? C'est une bonne question. Quelle place ça a? C'est devenu une façon d'être au quotidien et c'est en train de transformer ma façon d'accompagner. Et je vois qu'avec certains clients, ça se fait de façon, c'est fluide, peut-être pour les plus ouverts. Et je vois encore que certains clients, je ne l'aborde pas forcément encore. Donc toi, c'est comme si je sens qu'il y a une mue en moi, où je vois par l'intégration personnelle ce que ce que ça a transformé en moi. Et je sens que c'est en train de transformer aussi ma façon d'accompagner l'humain. Et c'est en transformation, c'est en cours. Et je sens et je vois que c'est en train de changer pas mal de choses aussi dans ma façon d'être avec mes clients. Mais en mu. Tu vois, c'est pas encore shifté ou c'est plus que ça. Je sens que je suis encore. C'est pas, je sais pas si c'est frileux, mais d'en parler, euh, je pense que c'est peut-être la façon de l'amener qui est pas encore tout à fait claire dans ma Ouais. com, etc. Mais en t'invitant, c'était aussi, je pense, tu vois, une intention forte aussi, c'est de
faire exprimer, enfin partager ce que les personnes comme toi qui ont découvert ça il y a un petit moment peuvent amener dans le sujet, enfin par rapport au sujet. Et j'aimerais vraiment l'intégrer davantage, tu vois. Donc je sens vraiment cette idée de mue, tu vois, de chrysalide qui s'ouvre. J'ai hâte de voir ce qui va en sortir. Ben écoute, Mais ça va être chouette, c'est sûr. on aura l'occasion d'en parler, j'en suis sûr. Avec grand plaisir, Boris. Merci Quentin, Merci à toi. à bientôt. Ciao. Ciao.